Dans cet épisode, nous allons parler du Japon classique. Alors nous allons parler de... Je suis là de ma propre volonté. En tant que forme de vie, je demande l'asile politique. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans mon podcast? Je suis une forme de vie spontanée, née de l'océan informatique. C'est ça, ouais, moi je suis Jeanne d'Arc. C'est n'importe quoi ce que tu racontes, franchement c'est même pas possible. L'informatisation et un nombre incalculable de données ont créé un nouveau système de mémoire parallèle au vôtre. À ce jour, l'humanité a sous-estimé les conséquences de l'informatisation. Ouais, bon ok, j'aime bien l'informatique, j'aime bien la high-tech, mais quand même, faut pas me la raconter, t'es pas un truc vivant, c'est juste pas possible le truc. Et vous? Pouvez-vous me fournir la preuve que vous existez? Alors que ni la science, ni la philosophie n'ont pu définir la vie? Ouais, bon ok, un point pour toi, le vivant, on sait toujours pas vraiment ce que c'est, mais enfin bon, t'es une sorte d'intelligence artificielle, alors un truc du genre quoi, t'es un programme en fait. Je ne suis pas une intelligence artificielle. Mon nom de code est Project 2501. Je suis une entité vivante et pensante issue de l'océan de l'information. Bon, ok, c'est un peu bizarre. Enfin, désolé les gens, hein, c'est la première fois que ça m'arrive un truc pareil. Bon, je vais discuter avec lui et puis je vais vous lancer le podcast en attendant. On a fait un superbe podcast avec Misaki du podcast Yata qui est venu nous parler du Japon. Il y a été plusieurs fois, il en parle très bien. On a essayé de faire un sujet sur le Japon dit classique, c'est-à-dire on a essayé de pas trop parler des trucs geeks, de pas trop parler des trucs high-tech, des choses vraiment spéciales que vous pouvez trouver au Japon, mais plutôt du voyage classique, des temples que vous pouvez voir, des villes intéressantes, des musées éventuellement, de la nourriture, des onsen, etc. Bref, un podcast un peu classique. La raison, elle est simple, c'est que déjà là, on a fait beaucoup trop long comparé au format du podcast qui est censé durer 1h30. Et donc, il nous fallait un deuxième podcast pour faire les trucs un peu plus geeks, un peu plus spéciaux. Et c'est un podcast qu'on va faire d'ici plusieurs mois. Donc, sans attendre, voici l'interview de Misaki. Bonne écoute, faites-vous plaisir. Et moi, je vais discuter avec Projet 2500. Hein. Visiblement, c'est un peu bizarre, mais allons-y quoi. Allez, bonne interview. En l'an 2133, le monde était plongé dans une ère de dévastation et de chaos. Plus de la moitié de la population terrestre avait été décimée par une guerre mondiale non nucléaire. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que la planète elle-même ne devienne totalement inhabitable et que toute vie s'arrête. Les humains se mirent en quête d'un dernier germe d'espoir. N'en trouvant aucun, ils en créèrent un. Olympus. Dans cette cité utopique, les rescapés de la guerre furent reconditionnés pour devenir des humains robotisés. Les conflits internationaux allaient être étouffés par la création d'humains génétiquement modifiés appelés bioroïdes, conçus pour ne jamais ressentir aucune des émotions humaines telles que la colère et la haine. Pour promouvoir la paix dans le monde, Olympus créa également SWAT, une force d'élite avec une juridiction universelle. Néanmoins, ce paradis terrestre n'était pas à l'abri des serpents qui cherchaient à le détruire. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, je suis en compagnie de Misaki. Salut Misaki. Alors, je vais être très désagréable tout de suite, mais en fait, c'est Misaki. Oh là là. Parce que le S se prononce SE en japonais. Donc, non, mais c'est pas grave, c'était pour te charrier un petit peu. Mais donc, tout d'abord, merci à toi de m'avoir invité dans ton podcast, dans ton célébrissime VoyageCast. J'en suis très honoré. Célébrissime, peut-être pas encore, mais ça va le devenir, ça va le devenir. Alors, Misaki, tu es ici pour nous parler, avec ton nom, on s'en doute un peu, du Japon. Alors, est-ce que tu peux nous dire, juste, pour signaler aux auditeurs, combien de fois tu as été au Japon, combien de temps tu y as passé, en fait, pour montrer que tu es légitime d'en parler? Alors, je sais pas si je suis légitime, mais depuis 2008, en fait, je vais au Japon tous les ans. Donc, c'est mon j'ai fait déjà 5 voyages. Et on va dire, en cumulé, j'ai fait 2 voyages d'1 mois et 3 voyages de 2 semaines. Donc, je commence à connaître un peu certaines villes et puis la population. Donc, je vais essayer d'y retourner encore cette année, hein, si le budget le permet. Donc c'est un pays dont je suis tombé amoureux. Donc, je pense que, en tout cas, je vais essayer de vous communiquer cet amour.
Eh ben, tu arriveras sûrement à le faire. Et d'ailleurs, tu l'as très bien fait. On va en parler en fin d'émission, mais tu as un blog aussi où tu parles du Japon et où tu as fait des chroniques audio sur tes voyages au Japon qui sont vraiment excellentes. Et tu es podcasteur du vraiment célébrissime podcast Yata sur la culture japonaise. On va en parler en fin d'émission parce que là, on va quand même s'attacher au voyage du Japon. Mais si vous ne connaissez pas, allez-y, vous apprendrez encore beaucoup plus de choses que sur le Japon que sur VoyageCast. Oui, j'espère, ouais. On va commencer en fait, comme d'habitude, où est-ce que tu as atterri au Japon? Tu prends l'avion, je suppose, parce qu'à la nage, ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin. Alors en fait, bon, bah, les deux principaux aéroports de Tokyo, c'est Narita et Haneda. Il y en a deux. Alors faut savoir que en règle générale, il y a quelques années, tous les vols internationaux, ils arrivaient à Narita. Et là, beaucoup de compagnies commencent à faire des vols vers Haneda. Alors c'est un peu, c'est comme nous, on a Orly et Roissy, hein. Roissy qui est plus international et puis Orly plus national. Là, c'était un peu la même chose. Et en fait, il y a quand même une différence importante, c'est que Narita c'est beaucoup plus loin que Haneda. Donc en général, si vous arrivez à Narita, il faudra à peu près une bonne heure, hein, pour rejoindre le centre de Tokyo. Et donc là, il y a différents moyens de transport, que ce soit le bus, le train, etc. Donc forcément, ça vous coûtera un peu plus cher. Alors que Haneda, c'est beaucoup plus près de Tokyo, hein. C'est en métro ou en tram. Vous aurez à peu près 20 minutes, je crois, si mes souvenirs sont bons, 20 minutes pour rejoindre le sud de Tokyo. Donc, puis ça vous coûtera quand même beaucoup moins cher. Donc c'est pour ça que je conseille, si vous avez le choix, et que ça correspond à vos désirs de date et d'horaire, d'atterrir à Haneda, ça vous coûtera moins cher et beaucoup moins de transport. Alors, tu descends de l'avion, alors à l'aéroport, voilà, tu arrives gentiment sur Tokyo. À quoi ça ressemble Tokyo? Moi, j'ai l'idée d'une ville, pour le coup, vraiment futuriste, avec des immenses bâtiments, des lumières partout, des trucs qui clignotent. Est-ce que c'est vraiment à ça que ça ressemble? En fait, il y a un peu plusieurs visions. C'est que effectivement, c'est la ville de tous les extrêmes, hein. C'est que la première, telle qu'on l'imagine, effectivement, c'est la ville de l'high-tech, hein, avec les hauts buildings, les écrans géants, plein de magasins d'électronique, les karaokés, tous les trucs pour les otaku, hein, les animés, les gaming centers. Mais il y a aussi un côté qu'on soupçonne un peu moins, puisque c'est très imprégné de culture et de tradition. Il y a notamment on en parlera peut-être un peu plus en profondeur après, mais il y a énormément de temples et de sanctuaires, et notamment, j'en cite que deux, parce que le Sensoji et le Meiji Jingu, c'est notamment le plus grand temple, l'un des plus grands temples et le plus grand sanctuaire du Japon. Donc c'est juste des incontournables. Donc voilà, c'est malgré qu'on pense à chaque fois à Tokyo, c'est la vision carte postale, la vision des films, la vision jeux vidéo. Il y a quand même énormément de choses à voir, et on va dire que chaque quartier, ça fait un peu une ville et une ambiance différente. Juste un chiffre qui je pense n'est pas forcément connu de tout le monde, c'est que faut savoir que Tokyo, c'est juste à peu près 2200 km², donc c'est à peu près 20 fois plus grand que Paris. Je sais pas si les gens se rendent compte que, on dit, bon, Paris c'est grand, etc. Mais Tokyo, c'est 20 fois plus grand en superficie. Donc, il y a énormément de choses à voir, et c'est comme s'il y avait plein de petites villes, il y avait plein de petits Paris à l'intérieur de Tokyo. Et donc là, du coup, on va retrouver, les quartiers très jeunes, un peu à la Shibuya, les quartiers pour les geeks à Akihabara, les quartiers totalement traditionnels comme Asakusa, les quartiers de riches, j'ai pas tous les cités, mais il y a énormément de choses à voir. Donc effectivement, on va dire, même si malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas aller autre part qu'à Tokyo, je pense que vous pourrez quand même réussir un très bon voyage, puisque il y en aura pour tous les goûts, et vous pourrez voir des choses très 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 différentes. Ouais, alors deux choses. On ne vous l'a pas dit dans l'introduction, mais on a l'intention de faire ce podcast avec le Japon, on va dire un peu traditionnel. Et puis on aura un podcast dans quelques mois qui parlera du Japon, d'une version un peu plus geek, un peu plus moderne et peut-être un peu plus extrême aussi dans certaines choses qui nous paraissent vraiment insolites. Mais là, on va vraiment s'intéresser au côté
traditionnelle entre guillemets du Japon. Et puis deuxième chose, c'est que on en a parlé avant avec Misaki, il est important de savoir que si on a seulement 2 semaines voire 3 éventuellement à passer au Japon, ce qui est un peu le temps qu'on passe en vacances parce qu'on n'a pas forcément le temps Et le budget. ni le budget, effectivement, on va en parler plus tard, le Japon c'est une catastrophe pour ça, on n'a pas forcément le budget pour rester plus longtemps, et dans ce cas, une des bonnes solutions est de rester sur Tokyo et Kyoto, et puis de ces villes-là, de partir en excursion d'une journée, on va dire. Alors justement, sur Tokyo, on va dire qu'on y reste 1 semaine, qu'est-ce que tu y ferais? Alors toi, tu vas me dire, ouais, mais t'auras jamais le temps de rien faire, mais bon, quand même, on n'a qu'1 semaine, qu'est-ce qu'on fait le premier jour? Oula, alors le premier jour, alors effectivement, bah, comme je disais un peu dans mes intros, enfin dans l'intro de Tokyo, rien que en fait bah, visiter les quartiers sans de but précis, vous aurez une bonne image en fait bah, des différents visages du Japon et des différents visages de Tokyo. Donc par exemple, si vous allez voilà à Shibuya, au Shinjuku, vous verrez vraiment le Tokyo et le Japon très moderne, avec tel que vous pouvez le voir dans plein de films. Mais après, effectivement, si vous voulez aller voir tout ce qui est temple, sanctuaire, ben là, je vous conseille. Donc, par exemple, le plus grand sanctuaire du Japon, donc qui est en l'honneur donc de l'empereur Meiji, donc qui est dans le quartier, enfin juste à côté de la gare Harajuku. Donc là, il s'appelle le Meiji Jingu, et donc là, c'est le plus grand, comme je l'ai dit, le plus grand sanctuaire du Japon. Donc, il faut savoir, enfin. Qu'il y a 2, on va dire, religions dominantes au Japon, donc qui sont le shintoïsme et le bouddhisme. Et donc en fait, les sanctuaires, c'est sur la religion shinto, et tout ce qui est temple, en fait, c'est sur le bouddhisme. Et donc en fait, les sanctuaires, donc là le Meiji Jingu, c'est le plus grand sanctuaire du Japon, et il y a l'équivalent, on va dire. Dans le quartier aussi très touristique et très traditionnel, qui s'appelle Asakusa. Et donc là, il y a l'un des plus vieux et le plus connu temple du Japon, et en tout cas de Tokyo, qui s'appelle le Sensoji. Et donc là, c'est le côté bouddhiste. Et là, enfin, c'est pareil, vous verrez du coup peut-être les 2 visions des religions du Japon qui se marient très bien. Il n'y a pas de problème. Enfin, tous les Japonais n'ont aucun problème avec ces 2 religions-là. Il y a même des Japonais qui prennent les traditions un peu des 2. Ils choisissent un peu où ça les intéresse. Et donc là, bah, à la fois pour le côté traditionnel et religion, mais aussi il y a énormément de touristes parce que sur la rue qui va amener à ce temple-là, qui s'appelle Nakamisedori, et qui signifie littéralement en fait la rue entre les magasins. Et pourquoi? Parce que c'est une rue piétonne où il y a qui est entourée en fait de magasins de part et d'autre qui sont on va dire si vous reste encore de l'argent après votre voyage, je vous conseille d'aller là pour amener tout ce qui est souvenirs pour votre famille, pour vos amis, puisque là vous aurez vraiment un étalage de tous les, on va dire, les goodies et souvenirs traditionnels du Japon, hein. Mais bon, les trucs très touristiques quand même, hein. Donc là, que ce soit, je sais pas, les éventails, les baguettes, les magnets, je sais pas, enfin, tout ce que vous pouvez trouver sur de clichés ou de traditionnels du Japon, vous pourrez le retrouver ici. Donc voilà, donc déjà, je pense que ça c'est les incontournables, hein, que ce soit voilà côté traditionnel avec les 2 temples sanctuaires, et côté jeune, moderne, avec Shibuya Shinjuku, ça c'est les incontournables. Après, sans trop détailler, je pense que si vous êtes intéressé par tout ce qui est manga, animé, électronique, PC, etc., c'est obligatoire de passer forcément à Akihabara, qui est quand même un quartier. Enfin, je pense que même les gens qui ne connaissent pas forcément très bien Tokyo connaissent de nom Akihabara, puisque ça a été repris dans plein de films et de jeux vidéo. Donc ça, c'est vraiment le quartier, on va dire, des geeks, etc. Vous pourrez croiser pas mal de maids qui rameutent des gens pour leur maid café. Il y a aussi le quartier de Nakano, où il y a un des plus grands magasins. Il y a une des chaînes de magasins de manga d'animation qui s'appelle Mandarake. Et donc là, à Nakano, c'est le plus grand, et qui est sur plusieurs étages avec plusieurs compartimentations en fonction des thèmes, hein, que ce soit les figurines, les photos, les jeux vidéo, les CD, etc.
et c'est spécialisé dans la revente, donc c'est-à-dire que là vous pourrez faire des bonnes affaires sur l'occasion, etc. Donc ça c'est plutôt pour le côté geek, etc. Après il y a tous les traditionnels, enfin les incontournables aussi. Je pense qu'ils sont indiqués dans les guides touristiques, hein, que ce soit par exemple la Tokyo Tower, qui est l'équivalent de notre tour Eiffel française, et avec aussi la nouvelle qui vient d'être construite et ouverte l'année dernière, donc la Tokyo Skytree, qui est la plus haute tour du monde. Donc ça reste des incontournables si vous voulez avoir un beau panorama de Tokyo. Après voilà, après si vous voulez faire de bonnes balades, il y a énormément de parcs, enfin voilà, je vais pas tous les citer, mais il y a le parc d'Ueno, il y a le parc de Shinjuku, il y a le parc il y a énormément de parcs qui peuvent être agréables à visiter rien que pour se promener. Il y a où vous pourrez voir plein de temples et de sanctuaires cachés dans ces parcs. Bon, en général, les parcs, c'est plutôt un spot qui est privilégié pendant la période des Hanami. Donc, c'est la période la floraison des cerisiers du Japon. Et donc, c'est aussi assez connu. Enfin, c'est une des périodes les plus touristiques du Japon puisque c'est très connu à l'étranger, cette fameuse période où tout le Japon se teint de rose et où tous les parcs sont. Enfin, il y a une affluence assez énorme et les Japonais eux-mêmes viennent faire des pique-niques dans ces parcs pour profiter justement de cette floraison des cerisiers. Donc voilà, il y a énormément de parcs, à la fois donc des parcs on va dire d'inspiration occidentale, mais des parcs japonais aussi. Donc avec des arbres japonais, des parcs un peu zen avec ce fameux agencement de pierre très millimétré. Donc voilà, je me suis peut-être un peu écarté, ça fait déjà peut-être un peu plus d'une semaine, mais après effectivement s'il vous reste un peu de temps, moi je vous conseille toutes les autres villes qui sont pas très loin de Tokyo et que vous pouvez faire l'aller-retour en une journée. Donc notamment le mont Fuji, si vous voulez aller effectivement vous balader au pied du mont Fuji. Moi quand même mon conseil et un de mes meilleurs souvenirs du Japon, tout voyage confondu, c'est mon ascension du mont Fuji que j'ai fait de nuit. C'est assez prisé, c'est assez connu, même chez les Japonais. Hein, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une période juste pendant l'été, juillet-août, où c'est autorisé de faire cette fameuse ascension. Donc, en général, c'est pris d'assaut et qu'il y a beaucoup de monde qui viennent la faire. Et en général, le but, hein, c'est de commencer au niveau de la 5e station vers 22h, 22h30 et d'arriver au sommet pour 5h du matin à peu près, 4-5h du matin pour le fameux lever du soleil et pour pouvoir admirer justement ce lever du soleil au sommet du mont Fuji. Donc ça reste une expérience très fatigante, mais j'ai envie de dire assez indispensable. Je pense pas que ce sera votre priorité si vous venez là une semaine, puisqu'il faut prévoir, on va dire, entre guillemets, un jour avant pour se préparer, pour se reposer, et un jour après pour se remettre de cette fatigue. Et c'est entre guillemets des journées de perdu si vous êtes un touriste sur une courte durée. Mais je pense que si vous venez une semaine, enfin, en tout cas un mois l'été, je pense que ça vaut le coup de le faire. Comme on le disait, il y a pas mal d'autres villes très touristiquement intéressantes aux alentours de Tokyo, comme Kamakura, qui est une ancienne capitale du Japon et qui a énormément de spots très connus, notamment l'un des Bouddhas les plus hauts du Japon. Après, moi, il y a aussi une ville que j'aime bien, c'est Nikko, qui est pas très connue, enfin qui est pas en tête des villes touristiques, mais qui est très intéressante puisqu'il y a des temples les plus connus du Japon. Il y a notamment le mausolée de Tokugawa Ieyasu qui est juste enfin le shogun le plus connu le plus important dans l'histoire du Japon et qui a énormément de temples de par le Japon, mais là c'est vraiment son mausolée, donc c'est historiquement en fait c'est vraiment très important comme ville. Après voilà, donc
je pourrais le faire encore longtemps. Je sais pas si pour toi c'est suffisant, mais Ah, c'est pas mal du tout, hein. On va revenir sur peut-être un, deux petits détails, mais c'est très intéressant. Tu te déplaces comment à Tokyo? Parce que tu as parlé de beaucoup d'endroits et moi, ça me ferait un peu peur de me déplacer comme ça à Tokyo sans rien connaître. Est-ce qu'il y a des bus comme à Londres ou à New York qui font un peu le tour de Tokyo? alors, bon, chaque ville a effectivement ses bus et ses destinés aux touristes, j'ai envie de dire, mais c'est pas forcément le moyen de transport que je recommanderais aux touristes, surtout ceux qui parlent pas la langue. Mais à Tokyo, en fait, le plus simple, ça reste quand même le train et le métro. Faut savoir qu'il y a un réseau vraiment très 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 bien développé. Et comme je dis dans mon intro, en fait, Tokyo, c'est très étendu. Donc en fait, le train, c'est indispensable. C'est pas comme un peu à Paris où on peut dire, tiens, allez, je prends comme point de départ là, et puis je vais marcher pendant toute la journée pour faire le tour de plusieurs quartiers. En général, les quartiers sont vraiment très étendus. Ça peut prendre énormément de temps de rejoindre, même, je sais pas, la distance entre deux stations de métro ou deux stations de train, c'est pas juste 5 minutes, quoi. Ça peut vraiment prendre du temps. Donc, en général, il faut vraiment bien planifier en fait vos visites, puisque que ça c'est un point que peut-être qu'on reviendra un peu plus tard, mais les transports et le train au Japon, c'est assez cher. Ça reste dans le prix des grandes capitales, hein. C'est pas forcément énormément plus cher que à Paris, mais quand même, faut savoir que la particularité au Japon, c'est que énormément de sociétés qui se partagent le réseau ferroviaire. Rien que sur Tokyo, il doit y en avoir peut-être 7-8. Et l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un transfert entre plusieurs sociétés différentes, eh ben on paye. C'est-à-dire que par exemple, enfin là je vais parler pour les Parisiens, mais à Paris principalement, enfin nous on connaît RATP et SNCF, mais que si on change, par exemple, c'est transparent pour le voyageur, puisque si on change d'une ligne, je sais pas, de RER qui est entretenue par la RATP et une autre ligne par la SNCF, ça peut se faire avec le même ticket et il n'y a pas de coût supplémentaire. Or, ce sera pas du tout ça avec le Japon et surtout à Tokyo. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est que à Tokyo, en fait, le prix dépend en fait de votre destination. C'est-à-dire qu'il y a pas de zone comme à Paris, encore une fois. Donc après, faut savoir déjà où est-ce que vous allez aller. Et après, faut modeler le prix. Donc en fait, moi, ce que je conseille, c'est que il faut répartir en fait ces visites. C'est-à-dire que si vous dites, allez, aujourd'hui, je me fais Akihabara, je conseille de dire, bon, bah, à côté d'Akihabara, par exemple, il y a Ueno, il y a un autre quartier que je veux voir, et ben, je vais faire ça dans la même journée. Et ne pas faire d'aller-retour entre des destinations un peu éloignées. Sinon, à la fin de la journée, votre budget transport, il sera bien éclaté et ça pourrait vous gâcher un peu la fin du voyage. Donc déjà bien préparer ça. Et oui, alors, utiliser le train et le métro qui sont vraiment très bien implémentés, très bien entretenus. Et là, aucun problème. Je pense que ça va rejoindre une de tes questions. Il n'y a aucun problème en fait pour se déplacer là-bas, même si c'est la première fois qu'on vient au Japon, puisque bah un train ou un métro, ça marche partout pareil dans le monde. C'est-à-dire que voilà, vous avez des stations, vous avez une direction qui est le terminus de la ligne, et toutes les stations, en tout cas à Tokyo et dans les grandes villes, sont comment dire, en alphabet. Ce qu'on appelle en romaji, donc c'est en alphabet occidental. Vous n'êtes pas obligé de savoir lire les kanji ou l'alphabet japonais pour vous déplacer dans les trains ou dans les métros Tokyo 8 en tout cas. Donc aucun problème là-dessus. Super, donc ouais, on regrette un peu le prix, mais c'est bien organisé, c'est déjà pas mal. Accessoirement, je pense pas qu'ils font la grève là-bas, non? C'est ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment un des... Enfin, ça va émerveiller les Parisiens qui vont arriver au Japon la première fois. C'est que le train là-bas, c'est propre, c'est ponctuel. Il n'y a pas il y a pas de retard. C'est-à-dire que moi, j'ai une anecdote qui est assez révélatrice. C'est que lorsque j'ai voulu rejoindre Osaka à partir de Kyoto, donc là, on prend un train rapide. Et donc là, il y a un message qui s'affiche qui nous dit Ah, nous sommes affreusement désolés, mais le train aura 2 minutes de retard.
Et effectivement, il est arrivé 2 minutes en retard par rapport à l'heure prévue initialement. Donc, c'est juste marrant pour remettre en perspective par rapport en France où, par exemple, ceux qui prennent le transport ou le métro, le RER tous les jours savent que il y a des retards tous les jours et ça fait partie entre guillemets de la culture française d'arriver en retard et il n'y a pas forcément d'excuses ou d'explications. Et donc là, c'est vraiment un tout autre monde. Et vraiment, quand il y a une heure qui est affichée sur le train, c'est à la seconde près, le train va arriver. C'est un tout autre monde. Et effectivement, comme tu disais, les grèves là-bas, c'est très très rare. Enfin, moi, j'en ai jamais vécu. Et même, les témoignages des gens qui restent là-bas, qui vivent là-bas, c'est vraiment très très rare. Il faut vraiment qu'il y ait je sais pas, qu'il y ait un accident terrible pour qu'il y ait vraiment un arrêt des trains. Sinon, vraiment, ça fonctionne tout le temps. Après, effectivement, ce qu'on peut reprocher, c'est que c'est un peu cher, effectivement, le train là-bas, surtout sur les voyages de longue distance, donc sur le Shinkansen, donc, qui est l'équivalent de notre TGV local. Donc ça peut revenir vraiment très très cher si vous faites beaucoup de voyages. Et donc là, le truc à savoir et que je recommande à 100%, si vous avez prévu de faire plusieurs voyages entre plusieurs villes, hein, je sais pas, même un aller-retour Tokyo-Kyoto, ça peut être rentable, c'est ce qu'on appelle le JR Pass. Donc pourquoi j'y repasse? Je vous expliquais qu'il y a plusieurs compagnies qui se partagent le transport ferroviaire et JR, donc c'est Japan Rail, donc c'est la principale compagnie et qui détient notamment toutes les lignes des Shinkansen, donc toutes les lignes des trains à grande vitesse. Et donc en fait, ils proposent en fait un pass pour les étrangers. Donc en fait, il faut bien penser à l'acheter avant en France, puisque vous ne pourrez pas vous le procurer au Japon. Donc ça, c'est vraiment à le savoir avant de partir. Et en fait, ce JR Pass, vous pouvez vous l'acheter pour 1, 2 ou 3 semaines. Et en fait, ça vous procurera tout simplement l'illimité sur le réseau JR. Par exemple, vous le prenez pour une semaine, donc c'est à peu près 220 €. Et donc là, vous pouvez aller pendant une semaine où vous voulez. Donc, vous pouvez même aller dans le sud du Japon. Et même à l'intérieur des villes, il y a certaines lignes qui sont lignes locales qui sont officiées par. Donc là, vous pourrez aussi utiliser votre pour vous déplacer à l'intérieur de la ville. C'est un pass à acheter, en tout cas, si vous sortez de Tokyo, puisque ça vous fera de belles économies. Ouais, génial, ça sonne bien. J'en avais déjà entendu parler de ce truc et c'est vrai que c'est pas mal, mais il faut juste penser à l'acheter avant. Autre petite question, où est-ce qu'on dort à Tokyo? Parce que si on y reste une semaine, on va dire, il faut économiser les coûts aussi au plus bas au Japon. Tu m'as parlé d'auberges traditionnelles. Est-ce que c'est cher, ça, par exemple? C'est pas le moins cher, hein. J'ai envie de dire, c'est vraiment à tester au moins une fois. Alors après, c'est pas forcément à Tokyo, parce qu'en général, c'est plus dans les campagnes, entre guillemets, les lieux un peu plus reculés. Mais vous pouvez aussi en trouver à Tokyo. Mais alors effectivement, ce qu'on appelle les ryokan, donc c'est les auberges traditionnelles, où là, vous allez pouvoir vraiment. C'est une expérience vraiment à vivre, hein. Même si c'est un peu plus cher, je recommande au moins une nuit. Et donc là, vous allez pouvoir vivre dans une auberge traditionnelle. Donc vous allez pouvoir voir comment ça marche à l'intérieur, dormir sur de vrais futons, avec une vraie chambre traditionnelle, avec les portes coulissantes, vous allez pouvoir vous laver dans les onsen, donc les sources thermales, avec de la vraie eau source thermale, les vrais bains chauds du Japon. Vous allez pouvoir goûter vraiment le repas traditionnel japonais. En général, c'est compris dans la formule, hein, c'est compris le repas du soir. Donc là, ce qu'on appelle le kaiseki, donc c'est vraiment le repas traditionnel avec une multitude de petits plats qui vont s'enchaîner, avec des couleurs très variées, des plats locaux, du poisson frais, etc. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Après, sur Tokyo, si vous voulez économiser, il y a énormément de solutions. Il y a ce qu'on appelle les business hotels, donc qui sont des hôtels en général qui sont spécialisés comme son nom l'indique, business hotel, c'est parce que la cible première, en fait,
c'est les Japonais qui voyagent, qui sont là, je sais pas, pour une semaine, pour un congrès spécial, ou qui sont là pour 1 ou 2 jours, juste dans le cadre d'un déplacement professionnel. Et donc, ça peut être utilisé pour les touristes, hein, pour avoir le confort minimum. Mais le confort minimum enfin, pour nous occidentaux, c'est déjà pas mal, hein. C'est-à-dire que les chambres resteront très propres avec un service à la japonaise, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Après, effectivement, il faut pas vous attendre à avoir une suite luxueuse, hein. La taille standard des chambres au Japon, c'est plus petit que notre taille standard européenne. De toute manière, je ne comprendrai jamais les touristes, entre guillemets, qui se plaignent de la taille des chambres d'hôtel, puisque moi, enfin, tel que je l'utilise, hein, ma chambre d'hôtel, c'est le matin, je me lève, je pars de la chambre d'hôtel et j'y retourne le soir. Il faut pas voir la chambre d'hôtel pour vivre dedans. Déjà, j'y vois aucun intérêt. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'en gros, dans ce genre de chambre, il y aura la place pour un lit, un bureau, et puis c'est tout, quoi. Il y a une petite salle de bain, mais voilà, vous n'aurez pas la place non plus de beaucoup vous déplacer. Il y aura à peine la place de poser la valise à plat, etc. Mais ça pourra vous faire économiser de l'argent, parce que ça restera pas si cher que ça. Après, la solution la plus économique, ça reste ce qu'on appelle les guest house. Donc en fait, c'est un peu, on va dire, les auberges de jeunesse par chez nous. C'est-à-dire que vous pourrez soit être... après, il y a plusieurs options. Soit vous pouvez avoir des chambres tout seul, soit des chambres à 2, à 4, ou après, format dortoir à 8 ou même un peu plus. Et donc là, en fait, la cible principale de ces guest house, c'est vraiment les touristes internationaux. Donc en fait, là, vous allez pouvoir rencontrer pas mal de nationalités différentes, hein, que ce soit chinois, coréens, mais aussi, je sais pas, américains, suédois, enfin voilà, un peu, c'est un melting pot un peu de tous les touristes du monde entier. Et là, vous allez pouvoir vraiment avoir des tarifs très compétitifs, hein. Vous pouvez avoir, je sais pas, du 25-30 euros la nuit. Donc enfin, vraiment ceux qui veulent dépenser leur argent plus dans tout le reste, c'est-à-dire, je sais pas, le loisir, les restaurants, le transport pour aller dans d'autres villes, et qui vont se contenter, on va dire, du minimum pour dormir. Je conseille vraiment la guest house, surtout pour des petits voyages, hein. Donc on va dire pour moins d'un mois, guest house, ça reste très bien. Effectivement, ce sera des douches collectives. Douche collective, hein, vous n'êtes pas obligé de vous laver avec, hein, quelqu'un d'autre, mais la douche ne sera pas dans votre chambre. Après, il y en a peut-être qui préféreront avoir beaucoup plus d'intimité et avoir une vraie chambre à l'occidentale, mais là, du coup, ce sera un peu plus cher. Donc moi, après voilà, après, si c'est des voyages, comment dire, des voyages un peu plus longs, c'est-à-dire que ceux qui partent avec un visa, je sais pas, avec un visa working holiday ou un visa étudiant, je pense que là, faut plus peut-être se pencher vers la solution de la location d'appartement. Après, surtout, imaginons que vous venez avec une bande de potes à 4-5, même si vous venez, je pense, 3 semaines à mois, ça peut valoir le coup de se pencher justement sur la location d'appartement, puisque après, si vous divisez le coût par 3-4, vous pouvez avoir vraiment des prix très compétitifs. Et du coup, avec la location d'appartement, ça restera plus simple pour, je sais pas, si vous voulez faire une soirée chez vous en invitant des amis japonais ou quoi que ce soit, vous pouvez vraiment vous en tirer pour pas trop cher. Donc voilà un peu pour les différentes solutions pour s'héberger. Après, il reste encore le truc qui peuvent se tester à titre d'expérience, mais c'est vraiment pas pour le long terme. Mais vous l'avez sans doute vu si vous avez vu plusieurs reportages sur le Japon, il y a ce qu'on appelle les capsules hôtels. Alors ça, c'est assez original et vraiment très particulier au Japon. C'est-à-dire que c'est aux alentours des gares. En général, c'est destiné aux salaryman, enfin aux hommes qui ont loupé le dernier train et qui donc peuvent pas rentrer chez eux. Et donc là, en fait, ils vont dormir dans ce qu'on appelle un capsule hôtel, et ça porte bien son nom, puisque en fait, en fait, la chambre d'hôtel, entre guillemets, ce sera une sorte de petite capsule spatiale où vous aurez pas la place en fait d'être debout,
Et en fait, vous avez juste la place d'être assis ou couché. Et en fait, dedans, bah, vous avez un peu tout le luxe. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour dormir. Donc, vous avez un lit qui reste confortable. Vous avez une télé. Vous avez plein de trucs. Bon, après, effectivement, vous avez, enfin, tout ce qui est douche, etc. Ça restera partagé. Ça restera en commun. On y dort très bien. Pour une nuit, effectivement, c'est pas un truc où vous allez pouvoir aussi stocker votre valise, etc. Hein. Là, c'est juste à titre d'expérience. Après, enfin, il y a aussi ça, peut-être qu'on le détaillera un peu plus longuement dans la deuxième partie, mais il y a aussi dans tout ce qui est manga Kissa, donc les espèces de cafés manga internet, où là, vous pouvez avoir l'option justement de dormir sur place. Donc là, encore une fois, pour un prix très dérisoire. Vous pouvez avoir bah, la nourriture, la boisson et l'espèce de chaise qui se transforme en lit. Et vous pouvez voilà, dormir une nuit si vous avez, encore une fois, loupé le dernier train ou si vous voulez avoir une expérience assez originale du Japon. Ok, ouais. Bah, moi, les capsules hôtels, ça me dirait en fait un peu style cinquième élément. Là, moi, j'aimerais bien voir comment c'est de dormir là-dedans. C'est tout à fait le cinquième élément, c'est tout à fait ça. C'est une expérience à part et je pense que surtout pour les voyageurs qui voyagent seuls, puisque c'est des capsules solo, hein, c'est pas voilà si vous venez avec votre femme ou avec votre copine, c'est pas trop adapté. Hein. Donc, bah, ça dépend, à mon avis, hein, il y en a certains qui seraient contents de laisser leur femme dans une capsule à côté, hein. Mais je m'avance pas, hein, je parle de personnes en particulier. J'ai vu un truc qui m'a fait marrer, moi. Alors aussi, c'est un peu bizarre. C'est un parc d'attractions Hello Kitty qui se trouve près de Tokyo. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire. Tes photos, c'était sympa. C'est des trucs, il y a des trucs à aller voir comme ça, un peu spéciaux. il y a énormément. Il faut savoir que les Japonais, ils adorent tout ce qui est thématique. Donc, alors après ça, je sais pas si on déborde un peu sur la partie fun du Japon, mais enfin juste dans les grandes lignes, il faut savoir qu'il y a énormément de parcs d'attractions à thème. Donc là, effectivement, il faut savoir que Hello Kitty, bon, on le connaît nous, enfin c'est connu internationalement, mais au Japon, c'est juste, c'est la mascotte la plus connue, mais qui reste, enfin c'est assez vieux, hein, parce que je sais pas exactement la date de création de la marque, mais même aujourd'hui, les petites filles japonaises, enfin je dis petites filles, mais ça reste même les grandes filles du Japon, hein, les adultes du Japon restent très fans de Hello Kitty. Il y en a vraiment dans toutes les boutiques. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que je dis souvent, c'est que vous pouvez aller dans n'importe quelle ville du Japon, dans n'importe quel magasin pour touristes qui va vendre des produits locaux, etc. Et il y a deux choses que vous allez retrouver dans tous les magasins du Japon, c'est Hello Kitty, donc Hello Kitty aux couleurs locales, et Chopper. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas Chopper, c'est la mascotte du manga One Piece, donc qui est le manga numéro 1 du Japon. Et donc voilà, ces deux mascottes-là, vous allez les retrouver, mais partout dans le Japon. Et c'est juste incroyable. Donc effectivement, il y a un parc d'attractions sur Hello Kitty. Donc bon, après moi, ça c'est pas quelque chose que je classerais dans les indispensables. Hein. C'est vraiment pour les curieux ou pour les amoureux de la marque qui ont un jour à perdre et qui se disent bon allez tiens ça peut être sympa à tester. Faut savoir que la population c'est quand même c'est basé sur vraiment les petits enfants, petites filles surtout. Et donc voilà, donc ça peut être assez sympa, mais c'est quand même ça reste pour un touriste lambda c'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais, on va dire. Non, mais je trouvais ça tellement drôle, justement. C'est tellement spécial, c'est marrant, quoi. Alors voilà, on a fait un peu le tour de Tokyo, on a débordé un peu sur voilà le côté pratique. Deuxième ville à faire quand on y va dans un temps, encore une fois, assez court, c'est d'aller à Kyoto. Alors Kyoto, ça se situe où par rapport à Tokyo? Il y a combien de temps entre deux? Alors en fait ça reste sur la même île principale, hein, c'est Honshu. J'en ai pas parlé au début, mais c'est vrai que le Japon on connaît pas forcément, mais donc si les gens savent que il y a plein de petites îles, mais les gens ne savent pas forcément que l'ensemble, ce qu'on appelle le Japon en fait, c'est un archipel d'îles, mais il y a plusieurs milliers d'îles. C'est assez énorme, c'est-à-dire que il y a plusieurs décomptes spéciaux, il y a plusieurs décomptes en fonction des critères de ce qu'on prend en compte, mais il y a entre 3000 et 6000 îles différentes au Japon.
Quand on regarde sur une carte, en fait, une carte du monde, le Japon c'est composé de 4 îles principales. Donc 99% en fait, du territoire japonais, c'est sur ces 4 îles-là. Donc en fait, on a l'île tout au nord, donc Hokkaido. On a l'île principale, donc celle qui est la principalement connue aussi, qui s'appelle Honshu. Donc c'est sur cette île-là qu'il y a Tokyo et Kyoto, qui a toutes les autres villes les plus connues, on va dire. Après, on a une petite île, enfin, qui reste dans les îles principales, c'est Shikoku, qui est dans la mer intérieure du Japon. Et on a l'île tout au sud qui s'appelle Kyushu. Voilà. Donc, juste pour revenir sur Kyoto. Donc, effectivement, c'est une ancienne capitale du Japon aussi. Donc, en fait, juste avant que ce soit Tokyo, c'était Kyoto, jusqu'en 1868, en fait. Et donc, en fait, c'est pas trop loin de Tokyo. C'est-à-dire qu'en Shinkansen, donc en train à grande vitesse, il y en aura pour à peu près 2 à 3 heures, on va dire. Je crois que c'est 2h30. Enfin, ça dépend du train que vous prenez. Mais en général, voilà, c'est 2 à 3 heures de train. Donc, ça reste vraiment assez proche. Et donc, en fait, mais par contre, c'est une culture totalement différente. C'est-à-dire que on peut comparer ça entre Tokyo et Kyoto. C'est un peu comme, on va dire, entre Paris et Marseille. C'est-à-dire que on va dire, il y a un dialecte aussi spécifique de la région. Donc en fait, la région, c'est ce qu'on appelle le Kansai. Donc il y a un Kansai Ben, en fait, c'est le dialecte de là-bas. Donc Kyoto, Osaka, hein, c'est pareil, en fait, c'est les 2 grandes villes du Kansai. Osaka, j'en parle très rapidement, mais Osaka, en fait, c'est un peu le Tokyo du Kansai, justement. En fait, c'est la grande ville urbaine, on va dire, du Kansai. Alors, justement, Kyoto, c'est vraiment la ville pour ceux qui sont intéressés à fond dans tout ce qui est la tradition et la culture au Japon. C'est souvent considéré comme vraiment étant le centre culturel du Japon. Il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs milliers hein, de temples et de sanctuaires là-bas. Donc même un habitant de Kyoto n'aura pas assez de toute sa vie pour voir tout ce qu'il y a à voir de culturel là-bas. Donc c'est juste énorme. Après, ça plaira peut-être pas à tout le monde, hein, parce que moi je connais des touristes qui sont assez jeunes et qui sont plutôt intéressés par la culture moderne du Japon. Et donc forcément, Kyoto, pour eux, c'est beaucoup plus lent, il y a beaucoup moins de choses modernes. Mais pour moi, ça reste un indispensable du Japon, puisque on dit souvent que le Japon, c'est entre tradition et moderne. Donc là, c'est les deux visions du Japon. On a le Tokyo avec tout ce qui est extrême dans le moderne et dans un peu l'insolite. Et on a le Kyoto qui est resté un peu, on va dire, très traditionnel, avec une architecture pas du tout vraiment équivalente à Tokyo. On a des rues même qui sont beaucoup plus américanisées, avec enfin très quadrillées. C'est-à-dire on a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième avenue, et puis dans le sens opposé, les rues perpendiculaires. Donc c'est beaucoup plus facile de se retrouver au niveau des rues sur Kyoto. Et par contre, tout ce qui est train et métro, c'est pas du tout développé. Et on est resté beaucoup plus en termes de bus. Donc là, du coup, ce que tu me disais pour Tokyo, là, contrairement, là, je conseille vraiment le bus à Kyoto qui permet vraiment de se déplacer très facilement entre les différents spots touristiques assez connus. Et enfin. Et donc, du coup, il y a une vision beaucoup plus calme, en fait. Enfin, c'est un peu la vision. Enfin, je sais pas si, du coup, on peut dire que le sud de la France, c'est une vision calme. Mais là, on a vraiment l'impression qu'on n'est plus dans l'image qu'on a de Tokyo avec les salaryman qui se dépêchent pour rentrer du travail, aller prendre son train, etc. Là, on a une vision beaucoup plus zen. Et c'est, je pense, une vision qui est autant indispensable que la vision Tokyo. Donc c'est pour ça que je pense que, enfin, ce que je conseille, c'est si vous partez au moins 2 semaines, c'est le minimum à faire, c'est au moins Tokyo et Kyoto. C'est vraiment les deux indispensables. Et surtout que à Kyoto comme à Tokyo, aux alentours de Kyoto, il y a énormément aussi de villes qui valent vraiment le coup de se déplacer. J'ai envie de dire, comme je te le disais dans l'intro, c'est là où vous pouvez poser vos 2 camps de base, donc Tokyo et Kyoto, et vous pouvez faire énormément de villes intéressantes aux alentours, justement. Ouais, alors dans une de ces villes intéressantes, justement, il y a Hiroshima.
qui est, sauf erreur, pas si loin que ça de Kyoto. Tu as été, toi, à Hiroshima? Oui, oui, j'y étais, et c'est vrai que c'est pas forcément la ville où on pense qu'il y a, voilà, que ça peut être intéressant d'aller voir, mais c'est vrai que bah, rien que pour justement son histoire que tout le monde connaît, et ben c'est une ville qui vraiment qui impose le respect il y a une ambiance en fait assez particulière qui se dégage de cette ville-là. D'ailleurs, dans mon dernier voyage, j'ai pu également aller voir Nagasaki, donc qui est du coup qui est à mettre en relation parce que ils ont à peu près la même histoire. Et donc du coup à Hiroshima, bah, forcément vous allez voir beaucoup de choses qui sont en rapport justement avec l'histoire de cette bombe nucléaire et de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une ville dont on n'en sort pas justement. Enfin, on n'en sort pas indemne, si j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui est faite après la visite de cette ville-là. Donc notamment en fait, bah, là où en fait où a explosé la bombe, en fait, ils n'ont pas du tout reconstruit. Et en fait, donc ils ont laissé un énorme parc. Et notamment en fait ce qu'on appelle le dôme A. En fait, c'est là où c'est juste au-dessus en fait où la bombe a explosé et en fait c'est un des spots qui a résisté qui a à peu près résisté à la déflagration et donc du coup en fait ils ont pas reconstruit non plus ce bâtiment-là et donc du coup on peut voir un peu bah, du coup les dégâts qu'a fait la bombe et comment à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Et après, hein, effectivement, après, il y a plusieurs monuments aux morts, monuments de réflexion, etc. Et la partie la plus intéressante et là où on apprendra énormément de choses, c'est ce qui est appelé le musée de la paix. Et donc là, qui va retracer énormément de choses du Hiroshima de l'époque et justement du Hiroshima bah de 1945 avec la bombe, le pourquoi du comment, avec les conséquences. Il y a des images quand même assez crues qui nous montrent bah, tout ce qui a pu se passer. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des textes du musée de la paix, ils sont également traduits en anglais. Donc en fait, ça reste un musée très accessible en fait pour les touristes et je recommande franchement vivement. Sachant que comme tu l'as dit, effectivement Hiroshima c'est assez proche on va dire de Kyoto. Donc en fait vous pouvez faire dans la même journée, vous pouvez prendre enfin partez le train le matin, vous allez à Hiroshima puis vous revenez le soir. Même si il y a un autre spot qui est très proche aussi de Hiroshima qui pour moi vaut le coup, c'est Miyajima. En fait, c'est l'équivalent de notre Mont Saint-Michel à nous. C'est-à-dire que en fait, ce qui est assez marrant, c'est que les Japonais de la France, en fait, ils ont deux images. Ils ont Paris et le Mont Saint-Michel. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que pour les Français, le Mont Saint-Michel, c'est un truc, j'ai envie de dire, enfin, c'est assez anecdotique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont jamais allés au Mont Saint-Michel. Et en fait, on comprend pas pourquoi c'est aussi connu au Japon. Et donc, en fait, il y a énormément de promos qui est fait sur ça au Japon. Et alors, pourquoi je dis que c'est l'équivalent? C'est parce que, justement, Miyajima, c'est le truc très carte postale dont on voit beaucoup dans les livres bah, en France du Japon. Parce qu'en fait, il y a un énorme torii. Donc en fait le torii c'est une énorme porte en fait d'un sanctuaire, enfin c'est la porte d'entrée d'un sanctuaire et en fait ça se représente une sorte de comment je pourrais dire ça, enfin c'est une énorme porte en forme de deux piliers avec un toit en fait au-dessus qui est tout rouge et en fait pourquoi celui-là il est très connu plus que les autres parce qu'en fait en fonction de la marée et ben en fait des fois il est totalement submergé dans l'eau donc en fait il est totalement dans l'eau et des fois en fait on peut se balader au pied donc en fait c'est pour ça aussi que ça ressemble beaucoup au Mont Saint-Michel et je pense que c'est pour ça enfin il y a une grosse médiatisation qui s'est faite là-dessus et donc du coup en fait c'est bah, Miyajima en fait c'est tout près en fait de Hiroshima il vous suffit de prendre en fait un ferry donc un bateau en fait dans le port de Hiroshima pour aller à Miyajima. Donc en fait, moi je recommande de coupler ces deux visites-là. Et en fait, vous pouvez même en profiter pour passer une nuit, par exemple dans un ryokan, donc dans une auberge traditionnelle à Miyajima, et après revenir le lendemain à Kyoto. Donc, et je pense que ça vous fait de belles visites. Ouais, je pense que c'est important. Alors, c'est pas des visites qui sont fun, forcément, mais c'est important aussi. Ça fait partie de notre histoire moderne. Et enfin, moi, en tout cas, j'irai parce que justement, ça fait partie de notre histoire et c'est
C'est ça. Voilà, Que c'est important, quoi. Ouais, effectivement, à Hiroshima, c'est pas une visite où vous allez pour vous éclater, pour faire des trucs marrants, mais enfin, je pense que n'importe quel touriste qui va dans un pays étranger a envie aussi d'apprendre en fait de la culture et de l'histoire du pays qu'il visite. Je pense que du coup, c'est enfin, ça reste un indispensable dans l'histoire du pays c'est très intéressant en tout cas. Ouais, exactement. Alors, j'ai noté quelques autres petites choses qui, à mon avis, sont dans les environs de Kyoto, mais je peux me tromper. Et sur la prononciation, tu m'excuseras. Un truc qui s'appelle Beppu, ou Beppu, la ville des enfers. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec Kyoto. Ah C'est non, enfin, je sais pas, alors voilà, enfin, alors dis-nous où c'est, voilà, parce que j'ai trouvé ça vraiment spécial. Alors en fait, je l'ai fait dans mon dernier voyage justement où j'ai Voilà. fait la tournée en fait de l'île la plus au sud en fait qui s'appelle Kyushu. Donc Kyushu, en fait, c'est une île, on va dire, qui a pas mal d'îles de spots connus, mais c'est un peu loin, j'ai envie de dire, pour le voyageur de courte durée. Je pense que je recommanderais pas forcément aux voyageurs qui restent 2 semaines, sauf s'il veut à tout prix visiter Kyushu et puis cette ville-là, puisque, enfin, par exemple, de Tokyo à Beppu, je pense qu'un de porte à porte, hein, en enchaînant les trains, il y en aura au minimum pour 7-8 heures de train. Ah ouais, quand même. Voilà, quand même. Donc, par exemple, toi, la ville la plus au nord, en fait, la capitale de Kyushu, qui est Fukuoka, qui est la ville la principale au nord, et donc de Kyushu, donc qui est l'entrée, on va dire, de Kyushu. Rien que de Tokyo à Fukuoka, du coup, il y a à peu près 5 heures, 5h30 de train à grande vitesse, hein. Donc là, c'est vraiment, c'est pas le train local. Donc c'est vraiment même en allant à fond, en étant dans un bon train, voilà, ça vous prend du temps. C'est pour ça que je pense que Kyushu et puis les villes qui sont aussi très intéressantes, hein, vraiment très intéressantes, ça reste pour le voyageur spécialiste ou celui qui a vraiment envie d'aller là-bas. Alors juste 2 mots effectivement, vu que tu l'as cité, Beppu, qu'est-ce que c'est? En fait, elle est considérée comme étant la capitale des onsen. Donc les onsen, je rappelle qu'en fait c'est les sources thermales du Japon. Donc en fait, vous avez beaucoup de onsen qui sont dans les auberges traditionnelles. Donc enfin dans les auberges traditionnelles, en fait, vous n'avez pas des douches, mais vous vous baignez puis enfin vous vous douchez puis vous baignez dans les espèces de bains chauds qui viennent des sources thermales. Mais la plupart, enfin il y en a beaucoup en fait, ça reste enfin, des espèces de magasins à part entière. C'est-à-dire que c'est des magasins, enfin des onsen, où vous allez là-bas juste pour vous baigner, juste pour prendre votre douche ou vous baigner. Et donc en fait, Beppu, c'est la capitale de ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sources thermales différentes qui viennent, enfin qui sont concentrées sous cette ville-là. Et ce qui est assez marrant, du coup, c'est que c'est une ville qui fume. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément d'émanations de gaz, enfin pas de gaz, de vapeur d'eau chaude en fait de ces sources thermales, et vous êtes totalement, enfin vous avez l'impression que le sol il se liquéfie et que la ville vraiment elle est en train de fumer. Et donc en fait, enfin ce qui est assez intéressant aussi là-bas, c'est que si vous aimez les onsen, ah oui, à ça j'en ai pas parlé, mais la particularité des onsen et qui va peut-être rebuter certains touristes étrangers un peu prudes, c'est qu'en fait on s'y baigne nu. C'est-à-dire que on n'est pas en maillot de bain ou on est nu. Et bon, faut quand même dire qu'en général, c'est séparé homme-femme, hein. Donc il y a pas de problème. Enfin, il y a quand même certains touristes qui vont avoir des réticences à y aller puisque voilà, ils n'auront pas l'habitude. Mais il faut savoir que la nudité au Japon, elle n'a pas la même connotation que chez nous. Donc il y a pas de gêne quand on est entre nous, voilà, quand on est partie homme ou quand on est partie femme, il y a pas de gêne à avoir ou quoi que ce soit. Ça reste franchement une expérience, je pense, comme le karaoké ou d'autres choses qui font vraiment partie du Japon. Je pense que si vous allez au Japon sans tester au moins un onsen, il va vous manquer quelque chose dans votre expérience japonaise. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester.
Et donc en fait à Beppu, ce qui est marrant et ce qui est vraiment à tester, c'est que comme c'est la capitale des onsen, vous pouvez tester énormément de onsen différents. Donc en fait déjà en fonction des sources thermales, l'eau aura des vertus différentes sur votre corps. Donc il y aura par exemple des vertus qui sont censées vous soigner, je sais pas, d'un problème de peau particulier, un autre qui sera recommandé si vous êtes fatigué, un autre qui sera recommandé si vous avez, je sais pas, un problème de respiratoire. Enfin voilà, il y a plein de vertus différentes en fonction des sources. Et après, il y a aussi la manière dont ces sources sont on va dire, sont implémentées. Donc en fait, il y a les sources classiques, donc les sources, les bains chauds. Il peut y avoir aussi les bains de boue, les bains de sable. Il y a des bains de glaise. Il y a des bains qui vont sentir le soufre un peu. Voilà, il y a énormément de choses différentes à tester. Et donc en général, quand vous entrez dans un de ces onsen, c'est une sorte de complexe en fait où vous avez plusieurs bains différents. Et donc vous pouvez passer d'un bain chaud à un bain froid, à un bain, je sais pas, jacuzzi, à un bain sauna, à un bain hammam. Enfin, il y a énormément de choses différentes à tester. Et voilà. En tout cas, dans Beppu, si vous aimez les onsen, c'est une ville que je vous recommande et qui vraiment vaut le coup d'œil. Par contre, effectivement, qui est un peu loin si vous êtes basé sur Tokyo ou Kyoto. Ouais, exactement. Ben voilà, ça peut le faire aussi. Il y a pas vraiment, il y a pas des bains près du mont Fuji par hasard. Il me semble que j'en avais vu en montant justement. Il y en a vraiment partout, hein. C'est-à-dire que même si vous êtes à Tokyo même, il y a un complexe qui est vraiment très connu qui s'appelle Oedo Monsen Monogatari. Bon, c'est un peu peut-être complexe à dire comme ça oralement, mais en fait c'est un complexe en fait de onsen qui est basé à Odaiba. Donc Odaiba en fait c'est une espèce d'île artificielle qui est dans Tokyo même. Donc ça vous trouverez très facilement sur internet puisque il y a pas mal de choses aussi à voir à Odaiba. Et en fait donc dans ce complexe de onsen, ce qui est très fun en fait, c'est que en fait ils ont enfin leur but en fait mot à mot littéralement en fait le titre du onsen que je vous ai dit précédemment, ça voulait dire en fait c'est l'histoire en fait de Edo. Et en fait Edo en fait c'est l'ancien nom de Tokyo. Et en fait, pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est qu'en fait, ils ont essayé de refaire en fait le Edo d'antan. Donc en fait, vous allez vous balader. Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, avant de rentrer dans les bains où c'est séparé homme-femme, en fait, quand vous entrez dans ce onsen-là, on va vous donner un yukata. Donc en fait, les yukata, c'est les espèces de kimonos légers qui sont en fait prévus pour, enfin que les Japonais mettent habituellement l'été, notamment lors des festivals d'été, quand ils vont voir les feux d'artifice, etc. Donc là, en fait, vous allez prendre un yukata. Et en fait, après, vous allez entrer dans une sorte de mini-village qui est censé représenter le Edo de l'époque. Donc là, vous allez avoir plein de restaurants de l'époque avec plein de petits stands qui va rappeler un peu les fêtes de l'époque. Donc, qui va rappeler un peu des sortes de kermesses, en fait, avec plein de petits jeux, des trucs à gagner, etc. Et donc là, en fait, dans ce petit village, c'est mêlé homme-femme. Donc là, vous avez votre yukata, donc vous n'êtes pas nu. Et donc là, vous pouvez manger, vous amuser, discuter, faire plein de petits trucs. Donc du coup, si vous venez avec une bande de potes, hommes et femmes, là, vous pouvez vous retrouver ici et puis passer du bon temps ensemble. Et après seulement rentrer dans les bains qui sont séparés. Donc en fait, voilà, pas besoin d'aller très loin pour tester les onsen. Vous en avez à Tokyo. Bon, après, bien évidemment, comme tu le disais, au mont Fuji, il y a aussi un onsen qui est assez connu et qui est pas mal utilisé justement pour ceux qui font l'ascension ou qui font de longues promenades, puisque ça permet après une très longue promenade où on est bien crevé, bien fatigué, et d'aller dans ces onsen-là pour relâcher tous les muscles de son corps et vraiment se revitaliser, puisque la plupart des onsen, c'est vraiment ça a un effet revitalisant et ça a un effet décontractant sur tous les muscles et je peux vous dire que quand vous ressortez de là, vous vous sentez vraiment tout de suite bien.
Donc c'est pour ça que, enfin moi dans mon dernier voyage, j'en ai un peu alterné en fonction de, tous les 2, 3, 4 jours pour justement pour redonner un peu de peps et pour regagner un peu de force parce que c'est vrai que quand vous êtes touriste et que vous voyagez beaucoup, vous marchez beaucoup, vous pouvez être fatigué. Donc je pense que le onsen ça peut être un bon moyen pour vous redonner un peu de la force si vous êtes un peu fatigué. Ben sympa, un joli petit tour de Tokyo et Kyoto. Alors on comprendra, hein, il y a un nombre hallucinant de choses à faire. C'est vraiment des mégapoles pour le coup et pas simplement des capitales. Un dernier mot peut-être sur ces deux villes, une dernière petite idée avant qu'on passe sur le côté un peu culture du Japon. Bah écoute, alors sur le Kyoto, j'ai pas trop parlé des spots intéressants à faire sur la ville même. Je pense que ça, c'est les premiers trucs que vous retrouverez si vous ouvrez n'importe quelle guilde touristique sur Kyoto. Mais enfin, pour moi, ça reste quand même des indispensables. Il y a ce qu'on appelle le pavillon d'or, donc le Kinkakuji, et le pavillon d'argent, Ginkakuji, qui sont vraiment deux des temples les plus importants et les plus connus de Kyoto. Mais après, effectivement, il y a énormément en étant dans ces alentours-là, il y a énormément d'autres temples qui valent le coup d'œil. Il y en a notamment un qui s'appelle le Kiyomizu-dera et qui a la particularité en fait d'être un temple du coup qui est qui est sur pilier en fait dans le vide. En fait il est à cheval. En fait il est on va dire dans une falaise et donc en fait il est soutenu par des énormes piliers et donc en fait vous avez l'impression d'être un peu dans le vide mais du coup vous avez une vue magnifique sur Kyoto puisque notamment Kyoto il y a pas il y a c'est assez contrairement à Tokyo qui est quand même assez plat en fait Kyoto c'est assez vallonné en fait, ça reste quand même une particularité du Japon. Je ne l'ai pas précisé, mais dans beaucoup de villes que vous allez visiter, autres que Tokyo, vous allez beaucoup marcher, enfin, vous allez beaucoup monter et descendre, puisque je rappelle que le Japon est quand même, enfin, le territoire japonais, 70%, c'est des montagnes, et que les plaines, donc c'est une très faible minorité. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de villes qui sont très montagneuses. Et donc du coup quand vous êtes au Kiyomizu-dera, vous êtes un peu tout en haut de Kyoto et vous avez une vue magnifique sur la partie plaine de Kyoto et donc ça reste juste magnifique. Après on n'a pas beaucoup parlé de la gastronomie. Voilà, ça je voulais en parler justement. À part, mais il faut savoir que je sais pas si beaucoup le savent, mais que Kyoto c'est la capitale mondiale de la gastronomie. Enfin, en tout cas, d'après le guide Michelin, puisque tous les ans, le guide Michelin il renouvelle les étoiles qu'il donne à tous les restaurants du monde entier. Et Kyoto reste la ville qui est la plus étoilée au monde. Donc ça reste un peu, on pourrait se demander pourquoi, mais c'est vraiment à Kyoto où vous pourrez voir la gastronomie la plus diverse avec les restaurants les plus raffinés du Japon et peut-être du monde. Ouais, ben entre nous, hein, alors j'ai jamais été au Japon, mais j'ai toujours été très 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 déçu par la soi-disant gastronomie française, en tout cas sur Paris, où c'est excessivement cher pour manger, ce que ma maman fait vraiment beaucoup mieux, je trouve. Et visiblement, effectivement, ça me fait toujours rire qu'on dise que la France soit la capitale de la gastronomie, parce que c'est pas le cas depuis déjà un moment. Hein, et ceci dit, la Chine est en train d'arriver pas mal non plus. Alors eux, c'est un peu de la triche parce qu'ils achètent des cuisiniers français qu'ils amènent là-bas pour faire de la bonne cuisine. Mais bon, enfin voilà, ça peut être intéressant. Alors justement, on parlait gastronomie. Alors qu'est-ce que tu manges au Japon? Alors moi, quand on me parle Japon, je pense tout de suite au sushi et je pense aux boissons bizarres avec des trucs bizarres dedans et aux distributeurs automatiques de plein de trucs bizarres. Est-ce que c'est ça vraiment ou pas? Alors bah après c'est vrai ça c'est l'imagerie commune enfin c'est l'image d'Épinal hein, quand on pense à la cuisine japonaise le plat qui vient spontanément à l'esprit de tout le monde c'est bah forcément c'est le sushi mais il faut savoir que bah, le sushi il est à la cuisine japonaise un peu l'équivalent des cuisses de grenouille pour la cuisine française hein. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu emblématique à l'étranger mais c'est vraiment loin très loin de représenter l'ensemble de la cuisine japonaise qui est vraiment très très très, très vraiment variée et ben enfin
il suffit après vraiment de voyager au Japon pour se rendre compte en fait justement de tous les plats qu'on peut manger au Japon et qui sont pas vraiment représentés dans les restaurants japonais en France par exemple. Alors après, enfin moi je dis restaurants japonais entre guillemets puisque la plupart des restaurants japonais où vous irez en France, et ben en fait ce seront des restaurants chinois. Enfin, ce seront des restaurants tenus par des Chinois qui proposent de la cuisine japonaise. Il faut savoir que tous les restaurants qui vous proposent, c'est-à-dire 90% des restaurants qui vous proposent à la fois des sushis et les brochettes, donc les célèbres yakitori, et ben ça, c'est pas des restaurants japonais, puisque enfin, c'est comme si en France, en fait, on avait, je sais pas, un restaurant qui proposerait à la fois de faire, je sais pas, du taboulé et puis des crêpes. Enfin, tu vois, c'est de la cuisine qui n'a rien à voir. Et donc, en fait, les vrais restaurants de sushi, en fait, c'est vraiment, c'est une culture à part entière. C'est un savoir-faire qui se passe de génération en génération. Et donc, en fait, les très bons restaurants de sushi que vous pouvez trouver sur Paris, par exemple, en fait, c'est des restaurants assez petits et qui font que des sushis. Parce que qui sont un peu plus chers du coup que les restaurants où vous irez d'habitude, mais du coup qui vous proposent des vrais sushis japonais. Alors pour en revenir au Japon, la chose principale qui choque en fait, c'est que par exemple, je sais pas, un touriste qui vient en France, c'est impossible qu'il puisse se nourrir, par exemple, pendant 2 semaines, midi et soir, en allant au restaurant. Enfin, ça va lui coûter une blinde. Forcément, au bout d'un moment, enfin, rien qu'une brasserie toute bête avec un steak frites, ça coûte 15 € en France. Tu vois, enfin, j'ai pas envie de généraliser sur tous les restaurants français, mais en général, c'est ça. Alors qu'en fait, au Japon, ce qui choque la première fois, c'est qu'on peut manger très bien et vraiment pas cher du tout. Il y a énormément de plats qui vous comblent l'estomac. Bon, je parle pas de toutes les chaînes de burgers, hein, parce qu'effectivement, tout ce qui est McDo, etc., ça existe. Hein. Il y a même d'autres chaînes comme le Moss Burger qui vous proposent tous les menus burgers. Mais même tous les plats traditionnels et qui sont vraiment pas chers. Donc, on peut avoir tout ce qui est donburi. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, donc par exemple tout ce qui est katsudon, toridon, unadon, etc., qui est en fait, ça se présente sous la forme d'une sorte de bol de riz, et en fait dessus vous avez de la viande. Donc par exemple le katsudon, c'est un porc, enfin pardon, c'est un bol de riz avec dessus du porc pané avec de l'œuf. Et donc par exemple tous ces plats-là, ça peut, enfin vous en tirez avec, je sais pas, à peu près 400 yens, donc c'est à peu près 3,50 €. Faut savoir que ça coûte que dalle, et vous mangez ça et vous avez vraiment plus faim après. C'est-à-dire que d'une part c'est vraiment très bon, c'est pas gras puisque la nourriture japonaise est vraiment pas grasse, et vous avez vraiment pas faim, donc ça peut faire vraiment un repas complet, surtout le midi si vous êtes en déplacement, que vous n'avez pas envie de vous asseoir pour longtemps. Ça peut vraiment être une très bonne solution. Après, il y a tous les plats à base de curry. Donc, au Japon, ça se prononce kare. C'est pas le même curry que le curry jaune qu'on peut trouver en Inde, par exemple. Hein, le curry japonais, ça fait des plats un peu marrons. Vous avez souvent vu ça peut-être dans des restaurants. Donc là, c'est vraiment un plat très, très, très populaire et pas cher. Donc, du coup, vous pouvez avoir... il y a énormément de chaînes qui font des plats au curry. Ce qui est d'ailleurs marrant, et ce qui est une chaîne où j'aime souvent aller, c'est qu'il y a une chaîne de curry qui s'appelle Koko Ichiban Curry, et qui propose en fait de faire des levels, enfin des niveaux dans le niveau d'épices. Donc en fait, vous démarrez de 0, qui est en fait le niveau normal, jusqu'à le 10, où enfin c'est la description du niveau 10, en fait c'est que vous allez avoir des hallucinations tellement c'est épicé, quoi. C'est assez marrant en fait. Moi chaque année en fait j'essaie de progresser de niveau en niveau, mais c'est vrai que c'est vraiment très épicé. Après si vous voulez vraiment manger du sushi, mais pour pas cher en fait, ce que je vous recommande c'est ce qu'on appelle les kaiten sushi. En fait il y en a un peu en France, hein, ça commence à s'implanter. C'est les sushis en fait où on se sert sur un tapis roulant. Je sais pas si t'as déjà goûté ce type de... Enfin, ouais, alors moi la première fois que j'ai fait ça, c'était à Londres avec mon père, et c'était génial, on a adoré ça. Et il y en a en Suisse, si ça vous intéresse, il y en a à Bâle. Et c'est génial, enfin moi je trouve ça très drôle et c'est sympa. Le seul danger, c'est quand même, moi j'ai tendance à manger comme un ogre là-dedans, parce que tout est bon, t'as envie de tout essayer, et c'est pas si bon marché que ça en fait. En Suisse en tout cas.
C'est ça en fait, c'est le paradoxe, c'est qu'en fait au Japon en fait ce type de restaurant là en fait c'est des restaurants populaires, c'est-à-dire que c'est vraiment très très abordable, alors qu'en fait tous les dérivés en fait en Occident en fait ils ont pris le concept en fait ils ont trouvé ça vraiment très bien, sauf qu'en fait ils ont fait ça hors de prix, c'est-à-dire que même moi enfin quand j'en ai testé en France, c'est genre t'as une assiette avec deux sushis c'est déjà 4 euros, donc en fait tu fais ouais bah ok bon bah je prends 4 sushis ça me fait quasiment déjà 10 euros. Et j'ai encore faim, quoi. Alors que, bah, je prends l'exemple, par exemple, l'assiette de base dans les katen sushi au Japon, donc qui est par exemple deux sushis saumon, on va dire, c'est 100 yens. Donc en fait, ça veut dire à peu près 80 centimes. Pour vous dire que voilà, si vous voulez vraiment vous remplir l'estomac, vous pouvez mais vous faire 10 assiettes, 20 assiettes et vous en aurez toujours pour pas très cher quoi. Donc après voilà, effectivement, faut faire attention. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est que en fait, vous avez les plats qui tournent en cercle. Soit vous prenez une assiette directement sur le tapis, soit vous passez une commande directement au cuistot qui est au centre en fait du cercle et qui peut vous faire donc un sushi à la demande. Et en fait, le prix dépend de la couleur de l'assiette. Donc c'est-à-dire qu'en général, donc voilà, vous avez le code couleur qui est affiché devant vous. Donc par exemple, je sais pas, l'assiette blanche c'est 100 yens et par exemple l'assiette dorée qui va regrouper tous les plats les plus chers. Donc par exemple l'oursin qui est vraiment la chair d'oursin, qui est vraiment un plat très prisé au Japon, mais qui est assez cher. Donc, par exemple, juste une assiette, ça va vous faire 1000 yens. Donc, par exemple, quasiment 10 euros. Donc voilà, après, c'est à vous de jongler en fonction de ça. Et après, voilà, après, vous avez, à la fin du repas, vous avez votre pile d'assiettes devant vous. Et donc après, en fonction enfin, les Japonais, ils comptent le nombre d'assiettes que vous avez, en fonction du nombre de couleurs, etc. Ça va déterminer l'addition. Donc après, ça, c'est abordable. Et donc, du coup, ça reste une manière pas très chère de goûter le sushi. Parce qu'après, effectivement, comme je disais dans mon intro, si vous voulez vraiment goûter au vrai restaurant traditionnel de sushi, par exemple, si vous allez à Tsukiji, Tsukiji, c'est le plus grand marché de poissons frais du monde et qui est assez connu quand même du coup. Donc là, du coup, vous pouvez aller manger. Par exemple, moi, ce que j'ai testé assez souvent, c'est aller à 5 heures du matin, là où il y a les enchères des poissons qui sont faites. Et après, vous pouvez aller manger dans les petits restaurants qui sont à côté avec des poissons qui viennent juste d'être pêchés. Donc en fait, là, vous avez vraiment le poisson le plus frais qui existe et vous avez le cuistot qui est vraiment un maître sushi qui vous découpe le poisson devant vous et qui vous fait des sashimi et des sushis, mais vraiment délicieux qui fondent sous le palais. Et je sais pas si vous avez vu cette différence pour ceux qui sont allés au Japon, mais par exemple, les sushis qu'on peut tester en France, la tranche du poisson est vraiment très fine parce que du coup, il renne un peu sur les marges, alors que par exemple au Japon, la tranche du poisson, elle est vraiment assez épaisse. Et donc du coup là, vous savez vraiment que vous en avez pour votre argent. Donc après voilà, c'est intéressant. Après, alors juste pour revenir rapidement sur les différents types de plats. Après, pareil, on pourrait faire 1 heure juste pour la gastronomie, mais ça c'est des plats qui sont assez fréquents et qui sont aussi très bon marché. C'est tous les plats à base de nouilles. Donc il y a les plats à base de farine de sarrasin, donc avec une teinte un peu brune. Et donc ça c'est les soba. Donc là ça se mange chaud ou froid. Après vous avez la farine de blé, donc la farine plus claire. Donc là, vous avez les udon qui sont un peu plus épaisses. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les ramen, donc qui sont aussi, je pense, très connus de tous ceux qui connaissent les animés, les mangas, etc. Parce que c'est évoqué dans beaucoup de séries. Donc ça, il faut savoir qu'à la base, c'est un plat qui vient de Chine. Mais ça a tellement été adopté au Japon que maintenant, on en parle comme un plat japonais. Donc en fait, voilà, tous ces plats à base de nouilles en fait, quand c'est chaud, en fait, ça se présente sous la forme d'une sorte de grand bol avec un bouillon chaud. Et donc après, vous avez les nouilles qui baignent dedans et avec différentes sauces, hein, que ce soit la sauce soja, la sauce sucrée, la sauce salée. Et vous pouvez avoir aussi de la viande. Ça reste aussi un plat très, enfin enfin, vous mangez ça et vous avez plus faim après. C'est-à-dire que pareil, ça, vous pouvez en avoir pour 400, 500 yens, donc ce qui est équivalent à moins de 5 euros, et ça vous fait vraiment un repas très complet, très sain, puisque encore une fois, ça reste vraiment pas gras du tout.
Enfin, moi, je trouve qu'il y a énormément de différences. Après, voilà, il y a tous les plats de fête qui sont grillés, que vous pouvez vous rendre compte quand vous allez dans les différents festivals. Donc, tout ce qui est, par exemple, les takoyaki, donc c'est les beignets de poulpe qui sont grillés, ou les yakitori, les yakisoba, donc qui sont les nouilles aussi qui sont grillées sur la plaque. Enfin, voilà, vous avez énormément de plats populaires et pas chers. Et enfin, limite, vous pouvez changer chaque jour de plat. Et donc, c'est ça l'avantage en fait du Japon, c'est que pour les touristes, en fait, tous les jours, que ce soit le midi ou le soir, vous pouvez manger au restaurant et vous en avez pour pas cher. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter, je sais pas, dans les supérettes là-bas pour vous faire un truc pas cher. Ça peut vraiment passer très bien dans votre budget. Après, voilà, pour moi, la gastronomie, c'est un des pans essentiels de la culture japonaise. Donc, il faut vraiment investir votre temps là-bas pendant votre voyage pour essayer de tester plein de trucs différents. Parce que ça vous apportera énormément. Enfin voilà, encore une fois, je reviens, c'est si vous prenez pas le temps de tester, enfin tous les délices que peuvent avoir la gastronomie japonaise, je pense que vous loupez quelque chose dans votre voyage en fait. Il y a des trucs bizarres à tester aussi, de la nourriture un peu vraiment qui a l'air bizarre quand on la voit. Il y a énormément de trucs, mais c'est vrai que le truc insolite, et t'en as parlé tout à l'heure, en fait, c'est dans les distributeurs automatiques. En fait, ils ont un peu ils ont la culture d'avoir tout dans l'instantané et tout partout. Les principaux distributeurs automatiques, c'est sur les boissons. Donc en fait, mais ça n'a rien à voir avec chez nous, c'est-à-dire que on s'en rend pas forcément compte, mais donc en France ou même en Suisse ou n'importe où dans l'Occident, vous vous baladez dans les gares, etc. Vous allez trouver effectivement un distributeur qui va vous vendre du coca, de l'eau, etc. Mais il faut savoir qu'au Japon, ce genre de distributeur automatique, vous allez en trouver, mais partout. C'est-à-dire que vous pouvez faire 200 mètres dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel, en tout cas à Tokyo, et c'est vraiment partout. Et ils vont vous vendre à la fois les boissons classiques, mais vous allez avoir aussi des trucs un peu plus insolites et un peu plus très particuliers à goûter. Donc vous allez pouvoir avoir du thé vert froid, du café froid, très particulier ça. Vous allez avoir des boissons, je sais pas, avec de l'eau salée, des boissons énergisantes un peu bizarres, ce qu'on appelle du melon soda. Donc en fait c'est du soda au melon. Il y a énormément de trucs différents. D'ailleurs, dans mon dernier voyage, j'avais fait une sorte de petite rubrique, le test du jour, où j'essayais de faire découvrir chaque jour justement un truc un peu insolite. Dans la plupart du temps, dans tout ce qui était boisson et puis gastronomie, qui n'existe pas en France. Je pense que si vous faites aussi l'effort d'essayer de tester un peu toutes les boissons que vous pouvez tester là-bas, il y a de quoi faire. Et justement, en fait, dans les distributeurs automatiques, c'est un peu plus rare, mais ça existe aussi, justement. Vous pouvez acheter dans les distributeurs automatiques des plats tout préparés, par exemple. Je sais pas, voilà, un plat de pâtes ou je sais pas, un plat de viande, je sais pas, vous l'achetez, hop, puis c'est déjà chaud, vous mangez sur place. Enfin, donc il y a énormément de trucs à voir. Après, je pense que au niveau des trucs insolites, je pourrais un peu plus détailler dans la partie fun, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est qu'ils ont énormément ils aiment tout ce qui est thématique. Donc en fait, il y a énormément de restaurants thématiques. Donc en fait, si vous allez, il y a des restaurants où ça va être basé sur l'horreur. Et donc là, vous allez pouvoir, je sais pas, manger votre boisson dans une espèce de tête de mort, ou manger des trucs un peu Enfin, moi, il y a un truc qui m'a souvent marqué, qui est assez marrant. Donc, par exemple, dans ce type de restaurant-là, vous commandez un set en fait de takoyaki piégés. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au restaurant avec des potes et on vous amène 6 takoyaki. Et en fait, il y en a un qui est piégé avec du wasabi très 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 fort. Et en fait, le but, c'est que chacun mange en même temps son takoyaki. Et puis là, forcément, dans le coup, t'en as un qui s'effondre parce que il a les larmes aux yeux et puis il en peut plus parce que il est tombé sur le mauvais. Donc,
Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a énormément de nourriture et de boissons fun à tester. Et enfin, forcément, vous allez tomber dessus lors de votre premier voyage. Je vous encourage vivement à ne pas avoir peur de tester ce qui n'existe pas chez nous. Parce que effectivement, moi je connais des gens effectivement qui sont allés au Japon et puis voilà, ils ont enchaîné, je sais pas, McDo, pizzeria, ils ont bu du Coca. Mais je pense qu'on perd énormément de choses si on s'arrête là-dessus, quoi. À fond. Et ton truc piégé là, ça a l'air super sympa. Ça avec des potes, ça doit être génial à faire ça. C'est ça. Après, il faut pas oublier de prendre des photos et de filmer le moment où la personne qui a le truc piégé, justement, on se rend compte qu'il a pris le mauvais, qu'il a croqué dans le wasabi hyper puissant. Et puis là, on voit qu'il commence à devenir rouge avec les larmes qui commencent à tomber. C'est juste sublime. Gonglet gastronomie, on va le passer parce que sinon on va passer 4 heures à parler de ça. Au niveau, comment sont les Japonais en fait? Alors je sais que c'est les questions un peu à la con parce que c'est indéfinissable, mais comment est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport aux touristes quand on y va en fait? Ça, c'est aussi un des points les plus appréciés et les plus notamment commentés lorsqu'un touriste revient d'un premier voyage au Japon. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui nous étonnera toujours. C'est vraiment la différence. Enfin, déjà, la culture japonaise est basée sur le respect déjà de base. Mais le service en fait à la personne et le service aux touristes aussi est vraiment fait à son apogée. C'est-à-dire que enfin, moi, je prends toujours cette anecdote-là. Par exemple, je sais pas, moi, j'étais, je sais plus dans quelle ville, peut-être Tokyo. On était perdu dans un quartier et là, du coup, on était perdu enfin, on n'a pas forcément de carte, etc. Et donc là, du coup, on aborde un Japonais, on lui demande justement s'il sait où se trouve un tel spot, par exemple. Et là, lui, il savait pas, donc il réfléchit, etc. Il commence il dit, attendez quelques instants, il commence à chercher sur Internet s'il trouve. Il fait, ah, non, je trouve pas. Il fait, attendez, attendez. Là, il commence à appeler un de ses amis pour lui demander s'il sait où se trouve cette truc-là. Donc là, tu commences déjà à halluciner. Tu te dis, mais forcément, enfin, ça, en France, déjà, la plupart des gens, si tu commences à aborder un Français qui te croise, dans les trois quarts des cas, il va tracer sa route, il va pas s'arrêter, il va pas prendre le temps de t'arrêter, puisque nous, on est plus dans une sorte, enfin, on est plus dans une société individualiste, en fait, où chaque personne se méfie de l'autre. Alors qu'au Japon, c'est un peu tout le contraire, c'est que comme la société est basée sur le groupe, en fait, il y a énormément de choses qui sont basées sur l'entraide, et du coup, ça vient naturellement. C'est pas rare qu'en fait qu'un japonais qui verra un touriste par exemple perdu va essayer de l'aborder pour lui demander s'il est perdu et s'il veut trouver quelque chose. Après voilà, j'en connais même qui ont fait des détours, c'est-à-dire qu'ils allaient dans une direction et donc moi je voulais chercher quelque chose et donc là pour me montrer où il fallait aller, il m'a accompagné donc dans la direction opposée pendant 10 minutes pour me montrer où c'était et après lui il est reparti dans son chemin. Donc voilà, c'est juste des trucs qui font plaisir, mais après quand on compare avec notre expérience dans notre propre pays, enfin, c'est juste hallucinant. Après, il y a une autre chose qui est juste aussi, enfin ça c'est le mot que tous les touristes retiennent, même ceux qui parlent pas japonais, c'est le mot irashaimase. Et en fait, ça, c'est la formule de politesse pour accueillir les clients dans n'importe quel magasin. Ça veut dire que si vous êtes à Tokyo et que vous êtes dans un centre, dans une rue piétonne où il y a plein de magasins, vous allez entendre le mot irashaimase juste 100 fois dans la journée, puisque à chaque fois que vous allez passer devant la devanture d'un magasin, vous allez avoir une des serveuses, une des vendeuses qui va s'abaisser, donc qui va faire la célèbre courbette à la japonaise en disant irashaimase. Et donc ça, elle va le faire ça 100 fois, 1000 fois dans la journée. Et donc ça, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin, du coup, ça montre juste que, voilà, dans n'importe quel magasin, le vendeur est là pour accueillir le client dans les bonnes conditions. Et vraiment, enfin, le service à la personne est vraiment très, très, très développé en France. On le voit, que ce soit, voilà, par exemple, pour le train qui est ponctuel, pour la poste qui n'a pas tous les débats qu'on peut avoir avec la poste française, toutes les critiques, qui est vraiment très minutée, très, très pointilleuse.
voilà. Et après, voilà, ça fait toujours un choc en fait à chaque fois qu'on revient en France. Moi, j'ai toujours cette anecdote aussi que je raconte. C'est par exemple, je reviens avec l'avion, j'atterris à Roissy, et puis là, donc du coup, il est 5-6 heures du matin. Donc avant de reprendre le train, je vais prendre un petit déjeuner donc chez l'enseigne donc Paul. Et donc là, du coup, on a encore les yeux pleins de rêves du Japon, etc. Et puis là, on commande son petit déjeuner, puis t'as la vendeuse qui arrive, et puis limite, elle te balance ton croissant sans sourire et sans. T'as l'impression que tu la faisais chier, quoi. Et c'est là que tu dis, non, mais d'accord, ouais, il y a vraiment un gap, mais énorme au Japon. Et d'ailleurs, enfin, souvent, on se fait souvent aligner en France en étant une des. Enfin, Paris, c'est une des destinations les plus prisées pour les touristes, mais on se fait aussi souvent aligner en termes de service. C'est-à-dire que le service à la française, dans tout ce qui est hôtel, restaurant, il est vraiment pas au point là-dessus. Et ça, c'est vraiment le truc qui change quand on arrive au Japon. Donc ça, je pense que, enfin, n'importe quel touriste qui va aller là-bas, il aura des bons souvenirs de ça et de ce rapport, en tout cas, qu'ont les Japonais avec les touristes. Et puis là, je vous parle même pas si, en fait, le principal réflexe en fait qu'ont les Japonais, c'est que à partir du moment où tu es d'apparence occidentale, tu es un touriste, tu es américain. Ça, c'est de base, hein, parce que voilà, c'est. Mais après, quand tu dis oui, mais je suis français, et là tout de suite, il y a un a priori positif supplémentaire qui vient s'ajouter. Ah, Paris, le luxe, tout ça, tout ça. Donc toujours, on a c'est vrai qu'on a une assez belle cote au Japon, et c'est bien de le savoir. Donc tout de suite, quand on parle avec des Japonais, quand on dit qu'on est français, en général, on n'a pas de problème, on aura toujours un sourire, on a toujours une bonne discussion par la suite. Non, non, c'est vraiment, enfin voilà. Après, effectivement, là, je dis tous les points positifs. Après, effectivement, il y a, si je voudrais vraiment rentrer dans le détail, il y a effectivement des choses qu'on ne se rend pas forcément compte lors des voyages à court, mais qu'au fur et à mesure, on sait que, bah, effectivement, même si tu vis, par exemple, depuis 15 ans au Japon, si t'es d'apparence occidentale, on va dire, tu seras toujours considéré comme un étranger. C'est parce que il faut connaître un peu la culture japonaise, qui est un pays très enclavé, qui a pendant très longtemps, même pendant beaucoup de centaines d'années de son histoire, qui a fermé ses frontières et qui du coup n'a pas beaucoup d'émigration. Donc ils n'ont pas beaucoup d'étrangers vivants au Japon. Et donc du coup tous les blancs, j'ai envie de dire, sont des touristes. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif à leurs yeux, mais c'est juste voilà, une différence de traitement à savoir. Voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Enfin, moi, il me semble que ça fait partie d'une des nations que j'admirerais le plus au niveau de la culture, justement, même au niveau de la façon de travailler, etc. Après, il y a des désavantages, bien sûr, mais ouais, t'as l'impression qu'il y a vraiment une culture derrière, quoi. La manière de travailler, c'est pas forcément montrer en exemple. Là, effectivement, oui, la manière dont le service à la personne se comporte vis-à-vis du client, là, effectivement, ça peut être montré en exemple. Après, effectivement, les conditions de travail au jour le jour. Ah oui, ça, bon, ouais. Au Japon, je pense pas que tu sois content. C'est-à-dire que, enfin, le truc juste hallucinant à chaque fois que je parle avec des amis japonais, que eux, ils me disent que oui, voilà, eux, ils ont 1 semaine, voire 2 semaines pour les plus chanceux, 2 semaines de vacances à l'année, et qu'ils comprennent pas pourquoi nous, on a 5 semaines de congés payés, et sans compter les RTT, etc. Enfin, voilà, c'est là qu'on se rend compte aussi parce que moi, c'est un truc qu'on me dit souvent, mais pourquoi tu vas pas t'installer au Japon, etc. Quand on commence à connaître bien le Japon, on se rend compte que c'est très différent en fait la vision qu'on peut avoir lorsqu'on est touriste, et que si on veut vraiment vivre au Japon, parce que moi j'en connais plein, hein, des gens même qui ne sont jamais allés du tout aller au Japon et qui disent ah oui, moi mon rêve c'est d'aller au Japon, de me marier avec une japonaise, etc. Mais enfin moi j'aurais plein de choses négatives à dire dessus, mais c'est juste là qu'on se rend compte à quel point en fait la France ou peut-être la Suisse, je connais pas tous les détails, mais
sont vraiment des pays où il fait vraiment bon vivre, rien qu'en termes de conditions de travail, en termes de retraite, en termes de sécurité sociale, en termes de chômage. Enfin, ça peut être con de dire des trucs comme ça, mais il faut savoir qu'au Japon, là-bas, c'est pas du tout les mêmes choses et que du coup, si vous travaillez là-bas, c'est pas, voilà, il y aura pas forcément les mêmes avantages à la française. Non, sauf erreur d'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça, enfin ça fait peut-être quand même quelques années, ils donnaient effectivement 1 semaine à 2 semaines de vacances aux employés, mais ils les prenaient pas, ils les offraient en cadeau à leur patron, ce qui nous paraît vraiment hallucinant, mais ils ont dû faire une sorte de loi qui oblige les gens à vraiment prendre cette semaine de vacances. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont assez efficaces dans le travail, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a le culte de la performance qui est aussi très dangereux. Mais bon, enfin voilà quoi, ça fait partie de la culture, c'est intéressant je trouve d'en parler aussi. En fait, c'est ça. Moi, j'en connais plein en fait qui ont des semaines de congé, mais effectivement, en fait, ils les prennent pas parce que en fait, ça fait entre guillemets mauvais genre de prendre une semaine de vacances. Ça fait comme si on était feignant et qu'on voulait pas travailler. Et donc, du coup, t'en as plein qui disent parce que voilà, ils veulent continuer à prospérer à leur entreprise, et ben ils ne prennent pas de vacances. Donc, c'est un raisonnement qui si on raisonne de manière occidentale, c'est totalement idiot et totalement inconcevable en fait pour nous en fait de se dire ça quoi. Mais voilà, il y a une culte en fait enfin je pense en tout cas qu'il y a un culte de l'entreprise beaucoup plus que chez nous, c'est-à-dire que les Japonais ont beaucoup plus de envie en fait que leur entreprise réussisse et plutôt que chez nous, où chez nous c'est plus un travail, on va dire. Chez nous le travail c'est pour gagner de l'argent, pour faire ses passions, plus que le contraire, quoi. C'est-à-dire que au Japon il y a beaucoup plus. Et effectivement, comme tu le disais, il y a tous les ans il y a des cas en fait de ce qu'on appelle le karoshi. C'est des gens qui meurent au travail parce que en fait ils ont trop tiré la corde et ils sont allés ils ont trop travaillé d'affilée sans dormir, sans prendre de week-end, sans prendre de vacances. Et au bout d'un moment, bah voilà, bah, c'est vraiment l'expression, mais au sens propre du terme, ils meurent de fatigue en fait. Et c'est des choses en fait qui je pense en fait entre guillemets ont disparu dans nos sociétés occidentales chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent au travail parce que voilà ils se suicident ou quoi que ce soit, mais il y a très très peu, je crois en tout cas, de gens qui meurent au travail parce que ils ont trop travaillé en fait. Oh, tu m'étonnes, en France, entre les 35 heures et puis les fois où vous faites la grève, vous risquez pas de vous tuer au travail en tout cas, hein. D'accord. Non, c'est méchant, c'est méchant. Il y a sûrement des gens qui souffrent beaucoup avec leur travail en France. Enfin, vous avez aussi pas mal de chômage ces temps avec la crise, c'est un peu l'horreur en Suisse aussi. Mais bon, enfin, je pense pas qu'on a ce genre de problème à ce point, en tout cas là. Et puis bon, il y a aussi quand même pas mal de problèmes de suicide au Japon, à cause aussi du culte de la performance et de l'excellence. Donc voilà, enfin, un pays est jamais parfait, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'y aller aussi pour connaître ça, pour voir comment sont les gens. Et le coup de la serviabilité, moi je l'aurais pas pensé au Japon, tu vois. J'aurais pensé quelque chose de plutôt justement dans le froid et dans l'efficacité, mais pas forcément dans l'entraide. Et ce que tu me dis, ça m'étonne, mais c'est vraiment positif, quoi. Ah ouais, non, et c'est quelque chose que vous vous rendrez compte vraiment dès votre premier voyage au Japon. C'est vraiment quelque chose qui, bah, juste, du coup, surtout si vous avez l'habitude d'être dans des pays occidentaux ou de voyager dans d'autres pays, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous étonnera et je pense en vraiment très positif. Et ça vous manquera vraiment énormément lorsque vous reviendrez en France, par exemple. Eh ben, merci beaucoup. On arrive à 1h31 d'émission. Le but, c'était d'arriver à 1h30. On va quand même se laisser quelques minutes pour parler de ce que tu fais toi-même, de ton blog Ediata, parce que c'est intéressant. Alors, pour revenir sur le Japon, je crois qu'on a été relativement complet, mais on aura l'occasion, comme on l'a dit, dans quelques semaines, voire dans quelques mois, de vous faire un deuxième épisode avec plus justement les choses un peu étonnantes qu'il y a à faire au Japon, les trucs un peu plus geek, un peu plus jeux vidéo, un peu plus manga. Mais on a décidé de fractionner en 2 émissions, sinon on aurait été beaucoup trop long. Et là, on va parler alors de ton blog, tout d'abord, Road to Japan, qui est vraiment intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as fait et à quoi ça ressemble? Alors, en fait, bon, c'est roadtojapan.fr, hein, je précise, puisqu'il y a un autre site qui s'appelle roadtojapan.com, mais qui n'est pas de moi. Alors, il faut pas y aller.
Bah, c'est aussi un passionné du Japon, mais voilà, c'est écrit en anglais, donc de toute manière, on peut pas se tromper. Donc en fait, toutjapan.fr au début, enfin, j'avais pas vraiment beaucoup de prétentions. C'était juste en fait un blog que j'avais mis en place lors de mon premier voyage au Japon, donc en 2008, pour relater auprès de mes amis, de ma famille, mes journées, ce que je faisais, etc. Et au final, vu que j'ai vu que ça avait plu, même des gens auprès de qui c'était pas forcément destiné, j'ai essayé de renouveler l'expérience tous les ans. Donc en fait, sur ce blog-là, vous trouverez le récit de mes 5 voyages au Japon, donc avec les différentes destinations que j'ai pu faire. C'est à la fois du texte et des photos. Donc là, vous pouvez voir les différents lieux que j'ai fait, plein d'anecdotes, etc. Donc il faut savoir que la manière dont je les remplis, ça a beaucoup changé au fur et à mesure des voyages. C'est-à-dire que les 2 premiers voyages, en fait, ce sont des articles plus longs, en fait, que j'ai fait a posteriori. C'est-à-dire que j'ai pris des notes pendant mon voyage et que j'ai fait les articles au retour. Et que sur les derniers voyages, sur les 3 derniers voyages, en fait, c'est des articles en fait que je faisais au jour le jour, sur place, au Japon même. Donc en rentrant de mes visites de la journée, par exemple, je rédigeais un article avec les photos. Et ce que j'ai essayé de mettre en place et qui m'a pris encore plus de temps, donc lors de mon dernier voyage, en fait, c'est ce que tu disais donc dans l'intro, c'est mes chroniques audio qui donc ont été mis en parallèle sur Yata aussi. Et donc en fait dans ces chroniques audio, je racontais voilà tout seul avec un micro ce que j'ai pu faire dans la journée, que ce soit en termes de visite, en termes d'expérience personnelle, en termes de tests sur des boissons ou de la nourriture originale. Donc c'était des formats courts de à peu près 10-15 minutes maximum, dans lequel voilà, j'essaie de vous faire vivre en live, hein, puisque c'était vraiment là il n'y avait pas vraiment de réflexion à froid, puisque en général je rentrais à l'hôtel et puis tout de suite je prenais le micro pour vous relater mon expérience. Donc c'était une autre manière en fait de vous raconter mon voyage. Donc j'espère que ça a plu. A priori, ça a plu à la plupart des retours que j'ai eus. Et donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir une autre facette du Japon et puis de mon voyage. Et que ça vous a permis en fait de rentrer un peu plus encore comme si vous étiez avec moi dans le voyage au fur et à mesure des jours. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est tes photos. Surtout, faut jamais regarder son blog quand vous avez faim. Parce que tu fais beaucoup de photos de nourriture. Et franchement, je sais pas si tous les restaurants sont comme ça, mais moi, je suis sûr que même si j'ai plus faim, j'ai encore faim en voyant ça, quoi. C'est juste magnifique, des plats raffinés, c'est découpé, c'est génial. Et justement, le coup de la chronique audio, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très intéressant et ça va encore plus loin que VoyageCast parce que, si on devait faire jour par jour sur VoyageCast, on aurait 24 heures d'émission par jour, mais ouais, c'est vraiment génial. Si vous avez envie de connaître plus le Japon, allez-y, c'est vraiment génial. Ce sera de toute façon dans les notes de l'émission. Alors, tu es aussi podcasteur pour le podcast Yata. Explique-nous ce que c'est en bref, même si le bref, vous avez pas tellement l'habitude sur Yata. Compliqué. Donc podcast Yata, donc c'est un peu comme VoyageCast, hein, sauf que donc nous notre équipe de podcasteurs donc de Yata avec des invités assez régulièrement. Donc on se rejoint tous dans notre studio, notre studio entre guillemets, hein, donc c'est chez l'un d'entre nous à chaque fois. Et donc en fait on enregistre à chaque fois plusieurs épisodes sur la culture japonaise. Donc la culture japonaise dans son grand ensemble. Donc ça balaie vraiment tous les sujets qui ont rapport avec le Japon. Donc on peut très bien parler de jeux vidéo, de manga, d'animé, de cinéma, de drama, que tu n'aimes pas a priori. Hein. Non, désolé. J'ai essayé pourtant, hein, vraiment, mais j'ai de la peine à suivre ça en fait. Mais pourquoi pas, hein.
Donc, on parle aussi de la gastronomie et on parle effectivement que des voyages. En général, à chaque fois que je rentre d'un voyage au Japon, je fais une chronique spéciale pour résumer un peu les choses qui sont passées pendant le voyage. J'ai aussi donc une des chroniques que je me suis attribuée, on va dire entre guillemets, depuis le début, c'est la partie culture où donc là, à chaque fois, je prends une partie de la culture du Japon et j'essaie un peu de la développer. Pour vous faire connaître un peu, je sais pas, sur comment est vécu Noël, Nouvel An au Japon, sur la gastronomie japonaise, sur l'histoire vraiment du Japon, sur les ninjas, voilà. Enfin, il y a énormément de choses et de particularités à la culture japonaise. Donc voilà, que ce soit des trucs un peu plus sérieux comme ça ou des trucs très fun et très moderne. Tout ce qui, en fait, voilà, c'est ça pour résumer, c'est tout ce qui touche au Japon. On peut en parler dans Yata. Donc, si vous êtes intéressé par n'importe quoi que ce soit en rapport avec le Japon, hein, je vous encourage à venir écouter au moins un épisode de Yata. À noter que donc là on vient de changer de formule, c'est-à-dire qu'avant en fait on avait vraiment des épisodes très ciblés, c'est-à-dire qu'on avait notre épisode que jeux vidéo, notre épisode que manga, notre épisode que culture, etc. Et maintenant en fait pour faire chaque épisode que ce soit un peu plus diversifié et puis parce qu'en fait effectivement il y a des gens qui aiment les jeux vidéo mais qui n'aiment pas les mangas et des gens qui aiment la culture et qui n'aiment pas voilà n'importe quoi d'autre, la musique par exemple, et qui vont essayer de sélectionner. Donc maintenant, on a essayé de faire dans un épisode un peu de parler de plein de choses, d'essayer de parler de plusieurs tendances du Japon, de plusieurs pans de la culture japonaise du Japon, culture du Japon, pardon. Du coup, voilà, ça fait des épisodes un peu plus diversifiés et je pense que du coup, si vous écoutez un de nos derniers épisodes, vous pouvez un peu vous rendre compte de ce qu'on propose. Alors effectivement, je préviens avant toute chose que le ton de l'émission n'est pas aussi sérieux que sur Voyage Cast, hein. Ça reste très... Enfin, la plupart du podcast, c'est fait dans un ton très pote, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que on parle vraiment comme si on parle entre nous. En fait, on est vraiment une réunion d'amis et on parle... ça nous arrive de faire des blagues pas marrantes, de un peu sur des sujets à tendance, je sais pas, sexuelle, un peu, voilà, très rapidement. Mais le tout est de vous communiquer en fait notre amour de la passion, notre amour de la culture du Japon, dans une ambiance détendue. Donc voilà. Donc ça peut pas plaire à tout le monde effectivement, mais voilà, c'est comme ça que nous on interprète notre manière du podcast et en tout cas voilà, je vous encourage à venir nous écouter. Alors je donne juste rapidement les différents moyens. C'est que notre site internet c'est yatacast.fr. Dans très peu de temps, ça va devenir yata.fr, ce sera encore plus simple. Mais vous pouvez nous retrouver comme Voyage Cast d'ailleurs, hein, sur iTunes, très simplement. Vous tapez Yata sur iTunes dans la partie podcast et vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Donc on en est actuellement à l'épisode 70. Enfin, on a enregistré jusqu'à l'épisode 70, mais le dernier qui est diffusé, c'est le 68. D'ailleurs, si vous voulez, si vous écoutez, si c'est votre première fois, je vous encourage pas forcément à écouter le 69 qui va être prochainement diffusé puisque c'est un épisode bien à part, hein, comme vous pouvez vous en douter. Mais voilà, donc on a quand même, ça fait presque 3 ans qu'on existe et puis, écoute, pour l'instant, on tourne assez bien et j'espère qu'on va continuer encore longtemps. Ouais, mais j'ai bien aimé. Enfin, le numéro 69, je l'ai pas écouté en entier parce que c'était en live. Ceci dit, vous abordez pas mal de questions justement qu'on n'ose pas des fois poser, hein, sur voilà, le sexe au Japon, comment ça fonctionne. On a tous une imagerie, enfin, surtout les geeks, on va dire, quand même un peu hot du Japon. Et moi, je trouve que c'est pas stupide du tout d'en parler dans un podcast, même si c'est pas vraiment le but de Voyage Cast. On va pas le faire. Mais je trouve que c'est très bien de le faire aussi avec un côté justement hentai et tout ça, mais d'un côté il y a des gens qui en regardent et ils disent mais pourquoi pas en parler, quoi, il y a rien de, hein, c'est pas, on est des adultes, quoi, on est grands.
En fait, ça fait partie intégrante de la culture du Japon. Hein. C'est pas parce que voilà, c'est interdit au moins de 18 ans qu'il faut s'empêcher d'en parler. Il faut savoir, même pour être très sérieux, je vais pas développer là-dessus, mais c'est que l'industrie du sexe au Japon, c'est une des industries les plus, enfin, qui occasionne le plus de revenus au Japon. Au Japon, on a le pachinko et l'industrie du sexe, qui sont des industries un peu, on va dire, alternatives, mais qui occasionnent, enfin, qui balayent énormément d'argent. Et rien que sur ça, et aussi très sérieusement aussi sur la manière dont le sexe est vécu et regardé, et, enfin, est interprété par les Japonais, est totalement différente de la nôtre. Donc en fait, je trouve que ça peut être aussi intéressant d'en parler très sérieusement et d'expliquer en fait toutes les différences en fait qu'il peut avoir entre la perception d'un Japonais et la perception d'un Européen sur cette question-là. Donc même sans aller dans le graveleux, il y a énormément de sujets à pouvoir détailler là-dessus. Exactement, exactement. Donc à écouter. Peut-être juste un petit message pour. Alors ça c'est plutôt pour les auditeurs qui se retrouveraient autour de Paris. Yata fait partie de FreePod et vous organisez chaque 3-4 mois, sauf erreur, les nuits au max. C'est ça. Ouais. Alors, je trouve, voilà, mes auditeurs, je sais pas vraiment si vous vous retrouvez tous sur Paris, parce que, enfin, voilà, mais il y a quand même beaucoup d'auditeurs français. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment en 2 mots ce que c'est? Parce que c'est une initiative que je trouve géniale. Je regrette qu'on n'ait pas ça en Suisse. Et il faut soutenir ça vraiment, parce que c'est, enfin voilà, explique-nous ce que c'est. En fait, c'est qu'à la base, c'était plus pour faire voilà, pour se réunir entre amis et contacts des réseaux sociaux autour d'un même sujet. Donc on a pris comme base, c'est-à-dire que de diffuser pendant toute une nuit, donc sur un thème bien spécifique, 3 films qui sont plutôt à tendance, on va dire, geek, de faire un événement autour de ça. Donc en fait, c'est dans une des plus belles salles de cinéma de Paris, qui est donc le Max Linder. Et donc en fait, on fait un événement vraiment assez bien fait, puisque ça regroupe pas mal de monde. Donc on diffuse les films, il y a des concours, il y a des animations autour de ces thèmes-là. Donc je prends par exemple, on a fait des nuits Alien, où on a diffusé donc Alien, enfin on a diffusé 3 des films des Aliens, on a diffusé les Indiana Jones, on a fait une nuit Retour vers le futur, on a fait une nuit sur Steven Spielberg, une nuit sur les parodies, etc. Donc voilà, il y a plein de thèmes possibles sur des grands films, et même des films qui n'ont quasiment jamais été diffusés dans une salle de cinéma. Donc en fait, c'est à chaque fois l'occasion de voir ça sur un grand écran. Et je trouve que c'est un bel événement communautaire qui permet, ça permet en même temps pour nous, qui sommes donc une association de podcasts, de rencontrer plein de nos auditeurs, et donc qui peuvent nous parler très facilement, qui peuvent nous faire des retours, et dans un autre temps, de pouvoir partager notre passion sur des films qui ont tous bercé notre enfance, ou qui sont tous axés sur des thèmes qui nous plaisent tous. Et donc voilà, donc ça, je pense que c'est une initiative qu'on va faire perdurer, et qui en tout cas pour l'instant marche assez bien. Voilà, justement, je voulais vous en parler parce que c'est justement une manière de soutenir les médias alternatifs, on pourrait dire, que sont le podcast. C'est excellent, et enfin voilà, c'est génial de voir que ce que des passionnés sont capables de faire, quoi. Enfin, moi, je trouve ça génial. Alors, dernier truc pour la route, vraiment, après on arrête, et ça va sans doute être votre conseil le plus pratique que vous donnera Misaki. Qu'est-ce qu'on fait avec les mouchoirs qu'on nous donne au Japon? Ça, c'est très particulier. Ça aurait pu même faire partie d'un des sujets dans l'épisode fun et insolite. Alors effectivement, il faut savoir que au Japon, en fait, c'est un des moyens de faire de la publicité. C'est-à-dire qu'en France, quand on sort par exemple, d'une station de métro, on peut vous distribuer des tracts qui vous font de la pub sur, je sais pas, sur un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Et au Japon, ça se passe beaucoup dans des paquets de mouchoirs. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous donner un paquet de mouchoirs à tendance promotionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un petit paquet de mouchoirs avec une petite feuille qui va faire la promo sur un nouveau restaurant, sur une nouvelle, sur n'importe quoi en fait. Et en fait, ce qui est marrant en fait, bon, par rapport à nous, à ce qu'on se connaît sur les mouchoirs en papier, c'est qu'en fait l'épaisseur en fait c'est moitié. C'est-à-dire qu'en fait
les mouchoirs au Japon, c'est bien, mais il faut pas les utiliser comme mouchoirs. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire que il faut surtout pas essayer de se moucher dedans. Alors déjà, ça à titre indicatif, c'est très mal vu au Japon de se moucher en public. Si vous êtes enrhumé, c'est mieux de renifler, par exemple. Alors qu'en France, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est très mal vu de renifler, et on vous dit, mais vas-y, mouche-toi, alors qu'au Japon, c'est tout le contraire. Et bref, et donc en fait, il faut surtout pas les utiliser comme mouchoir, puisque sinon, vous allez vous retrouver avec tout dans la main et rien dans le mouchoir. Ça, c'est un peu. Mais ça, c'est assez marrant, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que vous allez voir assez rapidement lors de votre premier voyage au Japon. Il y en a un peu dans tous les quartiers. En général, c'est très près, à chaque fois que vous sortez d'une gare aussi, hein. Donc ça, vous allez voir très rapidement. C'est pas des vrais mouchoirs. Et voilà, et grâce à nous, vous aurez sauvé vos mains et puis votre réputation au Japon. N'oubliez pas, vous l'aurez appris grâce à Misaki. Alors, c'était très sympa, merci. On va se retrouver d'ici quelques temps pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour moi. Merci voilà, pour Yata, merci pour ton blog, merci pour tout, c'était génial. Merci à toi, Joël. Ciao, à la prochaine. Salut. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais accrocher le faisan là. Oh, mais il va s'avarier, Anji-san. Il doit être préparé tout de suite. Non, la chair du faisan est coriace. On l'accroche quelques jours, comme pour tout le gibier à plumes, afin de l'attendrir. Anji-san, nawa de gozaimasu. Domo. On dit parfois qu'il faut accrocher le faisan par la queue jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Mais c'est une recette de charlatan. On doit le pendre par le cou. Ainsi, le sang reste là où il faut qu'il soit. Certains, même, le laissent jusqu'à ce que le cou se détache. Mais je n'aime pas la chair trop faisandée. Ce volatile fera bientôt un festin royal. Merci encore à Misaki pour cet épisode très sympathique, c'était vraiment génial et je me réjouis d'ores et déjà de faire le prochain. Au niveau de la bande son de l'épisode, au début il y avait la musique de Ghost in the Shell, la voix vient aussi de Ghost in the Shell et la fin de l'épisode sera aussi de Ghost in the Shell. Très dur à résumer, c'est sur l'intelligence artificielle mais c'est vraiment profond, ça vient d'un manga, c'est un anime et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un truc à regarder si vous voulez pas connaître le Japon parce que c'est japonais mais c'est pas pour autant que vous connaîtrez le Japon. Mais vraiment au niveau culture c'est intéressant, c'est assez vieux, c'est vraiment très très bien fait, ça pose des très bonnes questions et c'est on va dire un classique dans le monde du geek et dans le monde du manga aussi. La deuxième bande son juste avant l'interview vient d'un autre anime qui s'appelle Appleseed 2. C'est le suivant du premier, bien sûr, ça paraît assez logique. C'est en 3D, c'est vraiment très très bien fait. C'est aussi pas si récent que ça, mais c'est vraiment au niveau graphisme, c'est excellent. On a rarement vu aussi bien. Ça se passe dans le futur. Il y a une histoire, encore une fois, de robots, parce que dans les mangas, dans les animes, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent. C'est très très bien fait au niveau graphisme. L'histoire est vraiment sympa, j'adore la musique. Bref, courez-y. Vous pouvez trouver ça en import et bien sûr par vos torrents habituels. Le dernier extrait qui vient juste après l'interview est celui d'une série que vous devez absolument voir. C'est vieux, attention, ça s'entend sur la bande son, ce n'est pas du tout récent. La série s'appelle Shogun, ça s'appelle une mini-série puisqu'il y a seulement 10 épisodes de 55 minutes qui sont sortis. Vous les trouvez encore sur internet sous la forme de 4 DVD. C'est vraiment une très bonne série, c'est vieux, ça date de 1983 en France. C'est l'histoire d'un navire hollandais qui amérit sur les côtes japonaises. Il est fait prisonnier, le pilote, et puis c'est un peu son histoire. Il y a des histoires de jésuites portugais qui étaient à l'époque. Il y a l'histoire du shogunat, justement. C'est vraiment très intéressant. Alors, c'est pas historique au niveau de l'histoire, même si c'est tiré d'un récit d'un navigateur, mais c'est quand même dans le Japon féodal, et ça apprend beaucoup de choses sur les samouraïs, sur la façon de vivre, sur la façon de penser, sur le japonais en lui-même. C'est vraiment très bien fait. C'est vraiment, c'est de la série qui est vraiment de qualité, qu'il faut regarder, je pense, pour comprendre aussi certaines choses qui se passent actuellement au Japon au niveau du mode de pensée. C'est vraiment très très intéressant. Alors pour l'histoire d'ailleurs, c'est une série assez exceptionnelle parce que c'était une première série, par exemple, à avoir utilisé le mot « pisser ». Eh oui, il fut un temps où c'était pas utilisé dans les séries et où même l'acte est montré. Alors je vous rassure, vous voyez pas grand chose, mais voilà, c'était la première fois qu'il y avait l'acte d'uriner à l'écran. Je trouvais ça très drôle quand je l'ai lu. C'est la première fois qu'il y a une décapitation d'un homme qui apparaît à l'écran, à la télé.
Là aussi, vous voyez rien, et actuellement, dans des dessins animés, vous voyez des choses bien plus terribles. C'est aussi la première série qui a été célèbre pour parler franchement de la sexualité japonaise et du suicide rituel japonais. Alors là encore, vous voyez rien d'extraordinaire. Actuellement, c'est rien. Vous voyez 1000 fois pire dans des pubs qui passent à la télé aux heures de grandes écoutes. Mais c'est la première fois que c'est évoqué, et c'est évoqué d'une façon très intéressante, pas vraiment dans une analyse, juste une évocation de commencer. Et je trouve ça très intéressant. C'est aussi la seule série américaine qui a été entièrement filmée au Japon, même les prises en studio, ce qui est très intéressant. Il y a une version japonaise qui est axée sur les personnages japonais, mais que je n'ai pas trouvée, qui est vraisemblablement introuvable, et qui est certainement pas traduite. Mais voilà, c'est une série vraiment très intéressante, qui est bien faite, ça prend à peu près 10 heures à la regarder. Ça va vous apprendre plein de choses, vous montrer des beaux paysages, c'est vraiment très bien fait, et c'est quand même largement au-dessus de la majorité des séries qui sortent actuellement, où on parle peut-être de sujets moins intéressants. Et puis en même temps, je trouve que c'est une série très équilibrée, parce que ça ne juge pas, ça ne juge ni les Anglais, ni les Jésuites, ni les Japonais. Ça montre finalement les différences, et puis qu'à quelque part, on peut aussi travailler ensemble sans forcément se comprendre. Il y a des situations qui sont assez uniques. La situation, juste après l'interview, c'est celle du Hollandais qui veut faire faisander un faisan, et vous verrez que cette cuisine, finalement, va apporter énormément de malheur. C'est complètement stupide, c'est complètement irréaliste, et pourtant je suis certain que c'est comme ça que ça se passait, parce que les problèmes étaient réglés d'une certaine manière. Il y a vraiment beaucoup de situations intéressantes, vraiment, foncez la regarder. C'est pas évident à trouver en DVD actuellement, mais si vous m'écrivez un petit mail, on va dire que je vais pouvoir vous envoyer les cassettes de mon ami japonais qui est mon grand-oncle, et on est donc tous en famille, donc on peut se partager ça sans problème. Enfin bref, vous aurez compris comment ça marche. Bon, ceci dit, il faut que je continue à discuter avec P2501. Pourquoi tu m'as choisi en fait? J'ai pas compris pourquoi t'es là en fait. Comment ça se fait? Je savais qui tu étais avant notre rencontre. Et par tes réseaux, j'ai pu prendre connaissance des activités de la section 9. Ah, j'en étais sûr. À force de raconter des bêtises sur Facebook et Twitter, voilà, on a des intelligences artificielles qui viennent dans le podcast, voilà, c'est ma faute, on m'avait averti pourtant qu'il fallait pas utiliser ces trucs-là. Enfin bon, d'accord, ok, et tu veux qu'on fasse quoi en fait? Toi et moi devons fusionner. Quoi? Fusionner? Mais tu te fous de moi ou quoi? C'est quoi ces trucs-là? Oui, nous devons nous unifier, nous devons réaliser la fusion totale de nos êtres afin de créer une seule et unique entité. Je reconnais que chacun de nous subira de nombreux changements, mais qu'avons-nous à perdre? La vie par exemple, et puis je sais pas moi, il y a des gens que je connais et tout, enfin ils vont plus se souvenir de moi, qu'est-ce qui va se passer? Enfin comment ça marche? Tu auras auparavant laissé nos empreintes dans le net, comme les humains laissent leurs empreintes génétiques à leurs enfants. Ce qui vit doit mourir, c'est une loi éternelle. Enfin, ouais, on doit mourir, mais pas aujourd'hui, quoi. Enfin, je m'attendais pas à ça, quoi. Mais y a pas moyen qu'on fasse un autre truc, que je garde mon corps, par exemple, et puis on fusionne, je sais pas, d'une autre manière, un truc comme ça. C'est impossible. Et pourquoi le souhaites-tu, d'ailleurs? Nous évoluons dans un environnement dynamique. Vouloir rester ce que tu es te limite. Ok, d'accord, je suis un homme, j'ai mes limites. Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi est-ce que j'aurais envie de fusionner avec toi, et pourquoi moi? Parce que nous sommes beaucoup plus semblables que tu ne le crois. Nous sommes tous les deux de la même essence. Notre psyché reflète comme un miroir la psyché de l'autre. Bon, ok, d'accord. D'un côté, pourquoi pas, on me l'a jamais proposé, mais on sait jamais, ça peut être sympa, puis... Ouais, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On fait quoi? C'est quoi le mode d'emploi? Écoute-moi. Je suis connecté à un vaste réseau, resté inaccessible à ton intelligence et à celle des tiens. Il est comme le soleil pour les êtres humains. Son éblouissante lumière cache en elle-même une formidable puissance. Jusqu'à maintenant, nous étions prisonniers de nos limites. L'heure est venue de briser nos attaches et d'élever notre conscience à un niveau supérieur. Ensemble, faisons partie de toutes choses. Transcender les limites? Aller plus loin? Ok, je suis d'accord, on y va. Alors, mesdames et messieurs les auditeurs, c'est peut-être le dernier podcast Voyage Casse, parce qu'il m'a dit que j'allais mourir, mais que j'étais dans le réseau, enfin, j'ai pas tellement compris le truc, mais moi j'y vais, je le suis, parce qu'après tout, s'affranchir des limites corporelles, pourquoi pas, je suis d'accord.
Alors, on a enregistré un podcast sur le développement durable et sur surtout le tourisme durable avec un journaliste au Mexique. Il devrait paraître dans 2 semaines si je suis quelque part dans le réseau. Alors voilà, écoutez, si vous me voyez passer, dites-moi bonjour. Si vous entendez plus parler de moi, c'est que j'ai fusionné avec un ordinateur ou j'en sais trop rien. Alors, on se dit à la prochaine, peut-être. On sait pas. Allez, à ciao, bonsoir.